Bonjour, bonjour. Alors, ah, Sarah, t'es déjà là, super. Bonjour à toutes les personnes qui regarderont ça en replay. Donc, accepter. Alors, est-ce que j'ai accepté Sarah ou pas? Accepter. Bonjour tout le monde. J'essaye d'accepter Sarah. Je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas du tout. Sarah, je te renvoie une invitation parce qu'il y a un truc bizarre. Invité. Je t'ai envoyé une invitation, Sarah. Je ne sais pas du tout si tu l'as reçue. Ah, ne peut pas participer. Pourquoi? Alors, je sais pas, il y a un problème. Je vois que je ne peux pas. Ah, voilà, super. Il y avait un Ça y problème. est, Ça super. marchait pas. Non, mais c'est pas grave. Faut laisser Instagram faire ses petites folies de fin de Effectivement. journée. Ah, je suis trop contente de commencer l'année avec toi, Sarah. Euh, bon, on a déjà une centaine de personnes, hein, donc je pense qu'on va pas attendre trop longtemps. C'est bien, tout le monde est ponctuel. On va peut-être attendre un peu que tes abonnés nous rejoignent. Ouais, la notif. Merci beaucoup de l'invitation, Maëva. Ça me fait grave plaisir de discuter avec toi aussi. Ah bah, écoute, c'est un plaisir partagé, on va dire, parce que voilà, c'est mon premier live de l'année et je voulais commencer avec toi pour une raison simple, hein, c'est que pour moi, tu es un des leviers, un des outils qu'on peut utiliser pour aller chercher son euro-respect. Et j'espère que pour tous mes abonnés cette année, on va essayer d'être à fond sur ce thème-là et notamment pour les femmes. Oui. Alors, juste de regarder, j'espère que je vais pouvoir continuer à voir les commentaires, parce que sur Insta, ils aiment bien faire des petites folies où tu vois plus les commentaires des gens, mais bon, c'est pas grave. Donc, Ils ne seraient pas leaders du marché, on leur adresserait pas la parole, hein, n'est-ce pas? Mais bon, écoute, on est obligé de faire avec eux. c'est ça. Ok, Et ouais, objectif Euro-respect en 2022, moi, ça me paraît très bien comme grande ambition de l'année. ok, super. Alors, on est déjà à 135 personnes, donc ce que je te propose, c'est qu'on se présente l'une et l'autre. Donc, comme tu es mon invité, je te laisse commencer. Bah, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Sarah Zitouni, j'ai 30 ans. Je suis la patronne de Power Ta Carrière. J'ai créé cette page Instagram et cette entreprise qui s'appelle Power Ta Carrière, qui est une entreprise de coaching féministe. Donc l'idée, c'est que j'aide les femmes à trouver leur place au travail, que je les aide à prendre confiance en elles et bien sûr le saint graal pour moi, à négocier leur salaire. Parce que je trouve que c'est à la fois l'apothéose d'avoir confiance en soi et aussi le moyen de faire plein d'autres trucs dans sa vie, de se mettre à l'abri, de mettre à l'abri les autres, de reconnaître sa valeur. Donc c'est au centre de plein de trucs, c'est la cause et la conséquence de plein de choses pour moi. Donc évidemment, en temps normal, je parle essentiellement à des femmes. Mais évidemment, les conseils ne sont pas, comment dire, ne se périment pas si vous êtes un homme. Donc, c'est des conseils en général qu'on va donner ce soir sur comment négocier son salaire. Oui, vous inquiétez pas, monsieur, hein, il n'y a pas des conseils spécifiques pour les femmes. Tout ce qu'elle va nous dire, Sarah, c'est valable pour tout le monde. Simplement, on sait que les femmes, nous, on est moins, j'ai pas envie de dire compétentes, mais on est moins à l'aise que les hommes pour justement aller chercher l'argent. Et donc, Oui, c'est c'est ça. ça que comment dire, on veut mettre le point dessus pour que vous disiez, mesdames, c'est pas un truc de mec d'aller chercher de l'argent. C'est Voilà. pas un truc de comment dire.
qui est pas féminin ou qui vous rend agressive ou quoi que ce soit. Non, en fait, c'est juste normal. En fait, quand on va sur le marché du travail, de se faire rémunérer pour son travail, en fait. Tout C'est simplement. ça. Il y a deux choses qui sont importantes et qui sont genrées. C'est la première, les femmes négocient moins que les hommes. C'est prouvé par toutes les études et toutes les statistiques qui sont faites dans les pays de l'OCDE, de l'Europe, des États-Unis, etc. Et le deuxième aspect, c'est que les femmes subissent plus de conséquences financières dans leur vie. Elles s'appauvrissent après un divorce, par exemple, ou à la mort de leur compagnon. Il y a plus de femmes en situation de pauvreté que d'hommes. C'est pour ça que moi, je donne des conseils qui sont ciblés sur cette population-là. Après, les conseils de négociation de salaire, ben, en fait, tout le monde peut négocier son salaire et tout le monde peut les appliquer. Voilà. Et tout. Mais du coup, dis-nous, toi, Maëva, avant qu'on parce que là, on est déjà parti dans le sujet. Je vais peut-être te laisser te présenter d'abord, Oui, quand même. oui, donc bah, moi, Maëva, de la page Mon Budget Bento. Et donc moi, sur ma page, je donne des conseils pour gérer ses finances en général, même si il y a budget dans le nom de ma page. En fait, c'est pas seulement focalisé sur le budget. J'ai même envie de dire, c'est à l'opposé de ce que les gens imaginent de ce qu'est le budget. Genre, je suis là avec ma petite liste, je coche, ah, j'ai Mhm. dépensé 2,31 €. Non, c'est pas du tout le type d'information que vous allez trouver sur ma page. C'est tout le contraire en fait. C'est justement comment passer des petits trucs qui servent à rien, qui occupent, hein, ça occupe. Il y a des personnes, Ouais. ça occupe, mais ça sert à rien en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher des vrais trucs en fait. Vous savez, il y a la règle des 20-80. C'est en fait 20% de vos efforts qui vont vous donner 80% des résultats. Donc, Ouais. les 80% que vous passez à checker vos tickets de caisse, euh, ça sert à rien. Concentrez-vous sur les 20% de négocier votre salaire ou de bien paramétrer vos prix pour les personnes qui sont ben, soit freelance ou soit entrepreneurs. Et ça aura beaucoup plus d'effet sur vos finances que d'aller chercher un coupon de 5 € chez Leclerc ou Auchan ou qui vous voulez, je ne fais pas de Ouais. pour qui que ce soit. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on a ce live aujourd'hui. Et franchement, je suis vraiment, vraiment contente de l'avoir. Parce que je suis sûre qu'il va y avoir plein de pépites pendant ce live. Donc, ce que j'aurais bien aimé, c'est déjà que tu nous expliques peut-être un peu ton parcours. On a un peu des parcours un peu similaires. Mais après, moi, je suis quand même plus vieille que toi. D'accord, ça marche. Ouais, et puis un truc qu'on n'a pas en commun, c'est la parentalité. Donc c'est hyper intéressant de lire ce que toi tu as à dire là-dessus quand tu parles de finances et de la transmission. Je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, j'apprends beaucoup de choses. Moi, en fait, je suis née dans une famille modeste, genre une famille pauvre de quartier populaire, quoi. Mon père travaillait, pas ma mère, quand j'étais petite. Après, ma mère s'est mise à travailler en intérim. Ils étaient ouvriers tous les deux. Donc moi, j'ai fait un saut de classe parce que maintenant, aujourd'hui, je suis ingénieure, je suis stratège dans une entreprise euh, automobile, un grand groupe automobile. En Euh, Suède. en, en Suède, ouais, moi, je travaille en Suède. Je suis née, j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France, mais j'ai fait toute ma carrière en Suède. Et typiquement, j'ai travaillé comme commerciale, comme toi. J'ai été commerciale grand compte et directrice commerciale avant de devenir stratège. J'ai travaillé dans des startups et dans des grands groupes, essentiellement dans l'automobile, donc essentiellement dans un milieu très masculin toute ma carrière. Je On suis est ingénieure motoriste. les deux de l'auto, donc Ouais, on se sert. voilà. C'est ça. Je suis ingénieure motoriste de base, donc vraiment, je suis dans l'auto, quoi. Et, euh, non, pas Volvo, pour ceux qui cherchent, Orobé, qui est en fait une autre entreprise est une extraction de Volvo. Donc presque bon, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pour ça que je donne pas le nom, hein. C'est pas que c'est pas un secret avec mon nom de famille. Vous me trouvez sur LinkedIn. C'est plus que c'est pas connu au Roubaix parce que c'est une marque relativement nouvelle, relativement récente. Et donc aussi voilà. Donc moi je suis d'un milieu immigré, je suis d'un milieu modeste et donc maintenant en fait je me suis assurée de sécurité financière ici en Suède. Et c'est là où on est un peu dans les mêmes parcours toi et moi quoi. Oui, voilà, parce que moi aussi, je suis dans l'automobile depuis plus de 10 ans maintenant. Parce que j'avais fait mon alternance à l'époque chez PSA. Voilà, c'était un peu... c'était ambiance chez PSA, surtout au C'est commercial. ambiance ouais. Il y avait les petites assistantes, les nanas, et il y avait tous les chefs de marché, les adjoints de marché, les chefs de gamme, etc. Que des mecs.
Et à midi, il y avait les assistantes qui mangeaient d'un côté et les directeurs de programme ou les directeurs commerciaux, en fait, qui mangeaient de l'autre côté. Sauf que moi, tu vois, j'étais alternante. Et donc, bah, je parlais un peu plus avec les assistantes, mais on va dire que corporatement parlant, ça se dit pas du tout, mais je veux dire, au sein de l'entreprise, j'étais dans les cadres. Et donc, en fait, c'était hyper bizarre parce que je mangeais avec je mangeais avec les nanas, tu vois, mais Mm. les cadres, tu vois. Donc, c'était toujours bizarre le midi parce qu'ils mangeaient jamais vraiment ensemble. Et c'était un truc, Ouais. et c'était vraiment les dames d'un côté, les messieurs de l'autre. Après, quand ils avaient nommé une femme pour être responsable commercial de l'Amérique latine, et il y a des gens, je crois qu'ils ont fait des syncopes. What? Directrice marketing en plus d'une région genre Latam, le truc où c'était à l'époque c'était en plein essor, etc. Donc c'était un job Ouais. un peu stratégique quoi. Convoité. Mm. Voilà. Et du coup c'était quoi des femmes qui font ça. Il y a Et tellement, il y a tellement peu de femmes dans toutes les réunions dans lesquelles je vais. Moi, j'ai aussi créé Power Ta Carrière. En vrai, je vais vous dire un petit secret. J'ai aussi créé Power Ta Carrière parce que je me sentais toute seule. Et je voulais avoir plein de copines. Et donc maintenant, j'ai 20 000 copines en ligne. Et parce que sinon, toute la journée, je travaille qu'avec des hommes. Alors, on les adore, mais vraiment, je vois jamais de femmes, quoi. Donc, après toi, moi je suis une femme et puis je suis noire donc je peux dire que chez PSA quand on se croisait dans le couloir on était en mode tu sais genre tu sais ouais, comme mais moi, t'es tous c'est pareil. J'ai quasiment jamais bossé. J'ai quasiment jamais bossé. Alors, ok, j'habite en Suède, mais il y en a aussi, hein. J'ai quasiment jamais bossé avec des non-blancs, en fait. C'est-à-dire que j'ai quasiment jamais bossé avec des noirs, avec des asiatiques, quasiment jamais bossé avec des personnes maghrébines et tout. Je sais que moi, je passe bien. J'ai un white passing énorme, mais du coup, enfin, il y a les conférences, c'est pareil, hein. Les conférences, il y a pas de diversité, hein. Il y a jamais un noir dans la salle, hein. Donc, mais toi encore t'es en Suède mais moi j'ai ouais. travaillé chez PSA à Paris. Non, mais il y a aucune excuse. Il y a aucune excuse au truc. Tu vois, l'excuse du pipe qu'on nous sort pour les nanas dans les écoles d'ingénieurs et tout ça, il n'y a pas ça comme excuse. Mais bon, anyway, c'est pas le sujet Mm. du jour. Le sujet du jour, c'est d'aller chercher son euro-respect. Mais sûrement, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est quelque chose déjà. Il y a un truc qu'il faut qu'on oublie, on en a discuté quand on a fait la préparation, c'est que l'argent qu'on vous donne au travail, ça dépend de vous en fait. Faut pas vous attendre à ce qu'un patron vienne vous prendre par la main et vous dise ah bah tiens, je vais te payer cher. N'oubliez pas que votre boss, votre manager qui gère une équipe, il a un budget en fait. Donc, c'est pas dans son intérêt de dire à tous ses collaborateurs ouais, je vais tous vous donner des augmentations. Ou non, non, il va sélectionner. Bah voilà, je dois choisir. C'est comme vous quand vous faites vos courses, vous choisissez sur quel item vous allez mettre plus de sous et l'autre que vous allez un peu, bah, entre guillemets, négliger. Donc, si vous ne vous faites pas connaître, vous ne dites pas que vous avez envie d'évoluer, vous ne dites pas que, écoute, l'appel que tu me donnes là, franchement, c'est pas respectueux, et en fait, il va rien se passer. Donc, C'est ça le truc qui est hyper vicieux en plus, c'est que souvent on sait qu'il y a plein de gens qui osent pas négocier leur salaire parce qu'ils se disent si je négocie mon salaire, on va moins m'apprécier, les gens ils vont avoir des attentes de malade par rapport à moi, qu'est-ce que je vais devenir, on va m'imposer encore plus de trucs. En gros, si je négocie pas, vas-y, je reste dans mon coin, je suis transparent, ça va, on m'embêtera pas. Le problème, c'est que il y a des conséquences à vouloir être transparent. Il y bah, a des conséquences sur le fait que tu disais tu deviens transparent, justement. ouais. Personne ne te Une, voit. c'est ça. Une des conséquences, c'est qu'on va pas vous filer les missions intéressantes, on va pas vous proposer la promotion, pas ce genre de truc. Mais il y a aussi une conséquence quotidienne qui est aussi que, en fait, on va prendre l'exemple des courses que tu as donné là. C'est terrible parce que ça marche avec les choses comme avec les gens, même si on n'est pas des choses. Mais si vous achetez un pull chez une marque de luxe, tu vois, genre t'achètes un pull Guess, tu vois, et par ailleurs t'achètes un pull H&M. Non, c'est pas du luxe. C'est là où on voit que je suis très, très à la pointe de la mode, hein. J'achète tout en friperie, c'est un enfer. Mais genre, bon, t'achètes le pull. Ah, j'ai vu qu'il y avait des pulls Dior maintenant. T'achètes le pull Dior. Voilà, ça, c'est du. Et par ailleurs, t'achètes un pull à peu près équivalent chez H&M.
toi-même, en fait, tu vas faire plus attention à ton pull Dior. Tu vas essayer d'éviter de faire des taches dessus. Tu vas le laver à la bonne température, voire à la main, Tu vas etc., etc. avec, tu sais, le truc en soie, là. C'est ça. Tu vas lui acheter le cintre exprès, etc. Donc, tu vas faire attention à cette chose parce qu'en fait, le prix qu'on paye quelque chose, c'est la valeur qu'on lui accorde aussi. Et en fait, en termes de salaire, il y a beaucoup d'études qui le montrent, c'est pareil. C'est-à-dire que les employés qu'on paye cher, c'est aussi des employés qu'on valorise. On se dit, merde, ce mec, il me coûte du pognon, donc ça veut dire qu'il est important pour la boîte. Donc il y a moins le côté, on va essayer de vous jeter des trucs inintéressants, on va se débarrasser de vous, ou à la première charrette, vous allez y passer, ou quoi que ce soit. Mhm. Non, C'est non, ça qui est difficile. C'est qu'en fait, vous vous dites, je négocie pas pour qu'on m'emmerde pas. Et en fait, si vous négociez, eh ben, on vous donne plus de valeur. C'est le contraire de ce que vous pensez. et ça montre aussi quelque part ta motivation, en fait. Parce que on est, dans le cadre de l'entreprise, comme on dit, on est une ressource. D'accord? On est une ressource. Certes, humaine, il y a les ressources matérielles et les ressources humaines, mais on reste une ressource pour l'entreprise. La Oui. personne ne négocie pas son salaire. Sachant que le but d'une entreprise, c'est quand même de générer de l'argent, hein. Vous ne travaillez pas à part pour les personnes qui travaillent dans des associations caritatives, le but de l'entreprise, c'est de créer de l'argent, c'est créer de la valeur. La personne qui ne s'intéresse pas à créer de la valeur, même pour elle, en fait, qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée de cette personne? Est-ce qu'on va se dire qu'elle est motivée? Est-ce qu'on va se dire qu'elle est engagée? Est-ce qu'on va se dire que, elle a envie de continuer sa carrière au sein de l'entreprise? Au Bah, un des trucs qui est très difficile dans cette histoire, t'es pas motivé en fait. ouais, un des trucs qui va avec ce que tu dis, qui est très difficile dans cette histoire, c'est qu'en fait, on en arrive à une situation où, du coup, c'est là où on pense que vous êtes remplaçable, encore plus que d'habitude, en fait. Et on va se dire, oui, bon, cette personne ou une autre, peu importe, en fait. Et ça vous met pas, ça vous donne, en fait, on vous donne pas votre place. Il faut prendre votre place en entier. C'est pour ça que souvent, sur Parole ta carrière, on parle aussi de questions de confiance en soi, parce que c'est quand même Et lié à ces histoires de confiance. c'est indissociable les deux. C'est ça. C'est-à-dire qu'on négocie quand même mieux quand on se sent à l'aise par rapport à soi-même et qu'on se trimballe pas un gros syndrome de l'imposteur sur l'épaule. Mais par ailleurs, même si vous osez pas, même si c'est un tout petit peu, ça c'est le premier conseil que j'ai envie de donner. C'est-à-dire même un tout petit peu, négocier votre salaire quand même. Même si vous savez pas comment faire, c'est-à-dire là on va vous donner des conseils et tout ce soir. Mais admettons vous devez couper du live maintenant, partir et vous aurez pas la suite. Eh ben il faut absolument que vous vous disiez, OK, je décide cette année de négocier mon salaire. Je sais pas comment faire, je vais me démerder un peu au hasard, etc. Parce que rien que le fait de demander, ça vous donne une possibilité d'obtenir. Donc, Et le fait ce pas-là, il est important quoi qu'il en soit. Et ça vaut pour tout le monde. C'est-à-dire que ça vaut pour négocier votre salaire si c'est un petit boulot, négocier votre salaire pour un CDI, négocier votre salaire quand vous changez de poste. Ça vaut à toutes les étapes. Moi, je dis en fait, c'est le rendez-vous annuel. C'est-à-dire que c'est le rendez-vous annuel comme le rendez-vous chez le dentiste. C'est antipathique. On n'a pas du tout envie de le faire. Mais si vous le faites pas, vous allez avoir des grosses galères dans quelques années. Donc, il vaut mieux se forcer une fois par an à aller voir le dentiste et à négocier son salaire avec son chef. Ça évite des emmerdements sur les 7 prochaines années, quoi. Et moi, je vais même vous dire autre chose, parce qu'il y a deux choses, je t'ai laissé terminer, Mhm. mais il y a deux choses sur lesquelles je voulais rebondir. Tu as dit, même si c'est un petit peu, demandez pas un petit peu en fait. On ne Demandez, demandait pas un petit peu. parce que peut-être toi, ton petit peu à toi, c'est pas le petit peu de la personne qui a peur de demander une augmentation. Parce que si vous avez pour demander 10 euros, la flemme de... Non, mais c'est important de sauter le pas, en fait, Maïva. C'est-à-dire que souvent, ça m'est arrivé en coaching qu'il y ait des meufs qui aillent négocier leur salaire en ayant pas, enfin, en ayant peur, donc en disant pas grand-chose, en disant, je veux, tu vois, je veux 2%, tu vois, c'était rien, quoi. Et elles l'ont obtenu sans que personne ne dise rien. Et du coup, après, elles se sont dit, merde, j'ai pas dit assez. Mais si tu veux, le mécanisme, il était enclenché pour la fois d'après, quoi. En mode, putain, j'aurais dû dire plus. Ouais, non, mais moi, à chaque fois, quand j'ai des personnes qui me disent oui, j'ai demandé ça à mon boss, j'ai pas eu besoin de négocier. Mais je lui ai dit, bah, c'est qu'il en avait encore sous le coude, en fait. J'en avais sous le pied. Ouais. Quand tu lui as dit, ouais, donne-moi 100 balles par mois et qu'il t'a dit, ok. Là, t'es sûr qu'il avait au moins, je sais pas combien comment dire, d'euros sous le coude, en fait. Donc, il y a Rébier, je suis désolée à chaque fois, j'abîme ton prénom, je suis vraiment désolée. Rébiaï qui dit c'est quoi le pourcentage à demander? Déjà, il faut
après tu compléteras, Sarah, mais je pense que c'est important de connaître son industrie, son secteur et son entreprise. Parce qu'il y a des Exactement. entreprises, tout le monde en fait va avoir 2%. 2%, ça sera genre, De tu base. vois, genre les cacahuètes, tu vois. Alors qu'il y a d'autres entreprises où peut-être avoir 2%, 2% et demi ou 3%, ça sera beaucoup. Et il y a des entreprises où beaucoup, ça sera à partir de 7%, tu vois. Donc c'est important Oui. de réseauter à l'intérieur de l'entreprise pour savoir un peu, parce que le problème qu'on a en France, c'est qu'il y a ce tabou autour de la rémunération. Il y a énormément de jalousie. Mais quand je dis jalousie, c'est pas dans le sens ouais, nanani, nana, mais c'est plus comment ça se fait que lui, il a eu ça et moi, je l'ai pas eu. En fait, les gens sont très égocentriques, en fait. Et donc, du coup, quand les autres ont quelque chose, ça les dérange. Et donc, après, les gens évitent d'en parler parce qu'ils voient qu'à chaque fois, après, ça devient un truc un peu genre comment ça se fait qu'elle est payée autant ou qu'il est payé autant, etc. Mais en fait, vous n'avez pas besoin forcément d'en parler avec tout le monde. Il faut sélectionner les personnes voilà, avec qui vous avez confiance. Faut travailler son réseau à l'intérieur de l'entreprise aussi. Par exemple, si vous Oui. êtes au niveau employé, il faut que vous arriviez à parler avec des managers parce que c'est eux qui ont les informations, mais pas votre manager en ligne, Direct. Mm. mais ceux qui sont dans d'autres équipes pour essayer de comprendre voilà, les choses qui ne sont pas dites. Parce que le problème, c'est qu'en France, à part dans quelques entreprises qui commencent un petit peu à travailler sur la transparence des rémunérations, c'est que en sous-marin. Alors, typiquement, c'est le point. C'est-à-dire que moi, je vais pas vous dire là, il faut que vous alliez dire 10%, parce que, comme tu disais, ça dépend, de votre industrie, de votre secteur et tout, mais ça dépend aussi de votre passif. C'est-à-dire qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui sont là ce soir parce qu'ils n'ont jamais négocié leur salaire. Donc, je peux vous dire d'emblée que vous êtes probablement un petit peu fait fourrer sur votre salaire pendant plusieurs années. Donc, il y a du retard à rattraper, il y a du décalage à rattraper. Première chose, ça se rattrape beaucoup plus facilement, on va pas se mentir, si vous changez d'entreprise. En fait, c'est au changement Ça, d'entreprise. vous avez un petit carnet, voilà, vous prenez votre carnet, vous notez, je ne suis pas Mhm. un acte, je peux changer d'entreprise. Voilà. C'est en changeant d'entreprise, c'est là où vous faites les plus gros sauts, les plus gros ponts. C'est-à-dire que dans votre entreprise, forcément, c'est un peu comme un couple installé. Vous êtes là, vous n'allez pas partir. Eux, ils vous ont. Bon, il y a une espèce de routine. Ils ont moins envie de vous faire un énorme cadeau. Alors que quand vous arrivez dans un nouveau poste, je sais qu'il y en a qui négocient pas à l'entrée, mais c'est là, en fait, où il y a les plus gros ponts possibles. Erreur, erreur, D'accord. erreur. Ça, c'est le pouce en bas. Quand vous changez de poste et que vous négociez pas, même en interne, hein, les, Même en interne. les gens qui prennent des titres honorifiques, moi, ce que j'appelle titres honorifiques, les changements de carte de visite. Ça veut Mhm. dire, aujourd'hui, t'es, je dis n'importe quoi, hein, assistante, je sais pas quoi. Demain, on va dire, ouais, tu passes chef de produit et il n'y a que l'intitulé de ton titre qui change sur ta fiche de paie. Non. Ça, qui fait ça? Ceux qui ont déjà... Bah, Mettez un smiley qui pleure, s'il vous plaît. alors, plein de gens, plein de gens, donc n'ayez pas honte, on le sait. Euh, donc, pour revenir sur cette histoire de pourcentage, ça veut dire que il faut que vous sachiez ce que vous valez sur le marché. Ce que vous valez sur le marché, ça peut se savoir sur plusieurs paramètres. Le premier truc, premier conseil, si vous êtes cadre, vous pouvez aller regarder sur le site de l'APEC. Ils ont un calculateur de salaire qui est basé sur votre position, votre âge, ce genre de choses. Donc, typiquement, pour tous ceux qui nous suivent et qui sont cadres, l'APEC peut vous aider là-dessus. Pour les cadres et les autres, parler avec des collègues, c'est hyper important. Parce qu'en fait, comme tu dis, pas forcément tout le monde, mais il y a forcément quelqu'un que vous aimez bien, avec qui vous vous entendez pas trop mal dans l'entreprise, etc. C'est l'occasion de savoir où les choses sont. Parce que typiquement, ce qui se passe souvent, c'est qu'en fait, il y a que votre boss qui bénéficie du grand secret autour de l'argent et du grand tabou autour de l'argent qu'il y a dans l'entreprise. Parce que lui, du coup, il peut vous payer tous complètement différemment, faire n'importe quoi, un tel je mets des billes, un tel je mets pas des billes, ça vous flingue cette histoire. Donc, vous pouvez trouver quelqu'un que vous appréciez et en fait partir là-dessus en lui disant, écoute, tu me dis, je te dis, ça va nous avantager tous les deux, on saura on saura où on en est. Autre chose aussi, c'est les offres d'emploi. Des fois, votre entreprise peut avoir mis en ligne des offres d'emploi pour des postes et des fois, ils mettent une indication
du salaire sur l'offre d'emploi. Ça permet de savoir. De la même manière, sur Glassdoor, c'est un autre site, Glassdoor, ça vous permet d'avoir des avis sur votre entreprise comme Yelp. En gros, est-ce que ça craint ou pas? C'est laissé par des anciens employés, anonymement. Et il y a des gens qui laissent aussi leur salaire. Comme ça, vous savez de quoi il en retourne dans cette entreprise. Donc tout ça, normalement, les syndicats aussi, des fois, ont des grilles salariales dans les conventions collectives selon à quelle branche vous appartenez. Tout ça, normalement, ça vous donne un faisceau d'indices pour pouvoir vous dire, ah tiens, ce poste, c'est du 35 000, et vous dire, ah ben moi, je paye 30 000 l'année. Bon, bah il y a de la marge, quoi. Bah, pour te dire, bon, quand on a préparé, je crois que je t'en avais parlé, j'avais une copine, elle était dans une boîte, beaucoup d'expérience, etc. Et elle était contente de sa paie, parce que c'est ça la beauté du truc, c'est qu'on est toujours content de sa paie, jusqu'au jour où, jusqu'au jour où tu découvres que ton collègue, qui est arrivé il y a 6 mois, qui a la moitié de ton expérience, est payé 8 000 € à l'année, hein, bien sûr, de plus que toi. Et ça fait mal. Ça fait toujours mal. Et Ça fait mal. en fait, si vous n'avez pas négocié et que vous avez accepté, je peux vous le dire de suite qu'il y a de la marge de négociation. Parce que en fait, la première offre que vous fait une entreprise quand vous apprenez le poste, moi, je me suis déjà retrouvée dans des recrutements, on est presque emmerdé que vous l'acceptiez. C'est-à-dire que tant mieux pour nous parce que, mais en fait, au départ, vous n'êtes pas censé dire oui. C'est censé être une base, un ancrage de négociation pour commencer la discussion. Donc, si déjà vous avez dit oui, je peux vous le dire de suite, il y a quelque chose à gratter là. Sur l'année, vous allez pouvoir stopper quelque chose. Négocier. À part si vous êtes dans une branche genre, parce que les fonctionnaires, ils me disent toujours, oui, la grille de salaire et tout ça, nan, nan. En fait, si je peux me permettre de t'interrompre, Maëva, les fonctionnaires, ils pensent qu'ils peuvent pas négocier parce qu'en fait, c'est une grille. Mais en fait, du coup, au lieu de négocier l'argent, ce que vous négociez, c'est l'échelon du poste. Ça reste une négociation. Parce que moi, j'ai bossé en coaching avec des fonctionnaires et on a réussi à leur faire gratter plusieurs échelons et du coup, ils gagnaient mieux leur vie. En fait, c'est quand même une négo, c'est juste qu'elle est déguisée, hein. Et ça va avec la question qu'on nous pose ici de dans les grands groupes avec grille de salaire. Oui, j'ai déjà eu des coachés avec qui on a négocié dans des groupes comme Alstom, Airbus, etc. Les grands groupes qui ont des grilles de salaire, c'est pareil. Il faut qu'on vous place au bon endroit dans la grille, Non, ce mais qu'on va pas forcément faire. dans les groupes, je suis désolée, hein, vous pouvez négocier. C'est du mytho. La grille de salaire, c'est le premier truc. Non, mais il y a la grille de salaire et tout, nan, nan, nan. Tu parles avec. Et moi, je vous dis, les filles, parlez avec vos collègues mecs parce que Mm. ce sont vos meilleurs alliés dans l'entreprise. Parlez avec vos collègues mecs, vous allez voir que, soi-disant, il y a la grille, nanani, nanana. Je suis sûre que tu vas trouver un Arthur, un Hugo ou je sais pas quoi, qui gagne 4, 5, 10% de plus que ce qu'il y a dans la grille. Dans les groupes, hein, je parle. Après, dans la fonction publique, Ben, c'est par les échelons. Mais c'est du parce mytho. que C'est du il se mytho. passe ce truc. Il se passe ce truc, en fait, déjà, il faut que tu sois au bon endroit dans la grille et qu'on te met pas forcément au bon endroit dans la grille. Et il se passe un autre truc aussi, c'est que la grille, c'est pas juste un chiffre, c'est Oui, hein, une fourchette. fourchette, voilà. Voilà tout. Donc il faut que vous chopiez la partie haute de la fourchette, parce que si vous dites rien, on vous met sur la partie basse de la fourchette de la ligne. Il n'y a pas de raison. Mais c'est comme ça que tu trouves un Arthur ou un Hugo, comme tu dis, qui en fait gagne 5% de plus que toi. C'est que lui, il est à l'autre bout de la fourchette. Mais oui, mais parce que eux, ils sont intelligents. Vous, vous êtes là, vous avez peur, vous dites non, je vais pas demander, nani, nana. Faut demander. Au pire, on va vous dire quoi? On va vous dire non. On va vous dire non, écoute, nous, le budget qu'on a pour ce truc-là, pour ce recrutement ou pour ce poste, c'est tant, donc on pourra pas s'aligner. Et en plus, le pire, c'est que même quand ils vous disent non, vous pouvez négocier d'autres trucs. Vous pouvez demander, je sais pas moi, un avantage en Oui, nature ou absolument. quoi. Il n'y a pas que, en fait, dans ta rémunération, il n'y a pas que la partie en sonnant et trébuchant. Il peut y avoir des entreprises où tu peux négocier certains avantages. Mais après, c'est pour ça que tout à l'heure, on disait c'est important de réseauter dans son entreprise. Et même quand vous postulez dans des entreprises à l'extérieur, mais n'ayez pas peur en fait d'aller sur LinkedIn et de voir des personnes qui sont dans la même entreprise et de poser des questions. Les gens, ils sont toujours contents de raconter leur vie, de dire oui, Oui, bah, ça se passe. oui. Bah, Il faut pas avoir. les gens, ils adorent parler d'eux, hein. N'hésitez pas à poser des questions, hein. C'est ce que je propose aux étudiants. Souvent, les étudiants, je leur dis, vous savez pas, trouvez des gens sur LinkedIn, discutez. Alors, leur posez pas comme première question, c'est quoi ton salaire, mais discutez avec eux de la fonction.
en mode, ah tiens, en fait, le métier que vous faites, ça m'intéresserait beaucoup, c'est ce que j'envisage de faire. Est-ce que vous avez le temps pour discuter? Les gens, ils sont ravis de le faire. Souvent, s'ils n'ont pas le temps, ils vous disent qu'ils n'ont pas le temps, il n'y a pas de mal. Et ensuite, vers la fin de la conversation, vous pouvez dire, bah, je vais bientôt postuler, je sais pas trop ce que je peux attendre en termes de salaire. Est-ce que vous auriez une idée? Et les gens, ils vont vous donner une fourchette, ils vont vous donner une idée. Ils vont vous donner 5 000 en haut, 5 000 en bas, et puis vous prenez le milieu et c'est bon. Et il y a un commentaire qui m'a fait rire. Mzeli qui dit: Mon premier boulot, quand on m'a demandé mes prétentions salariales, j'ai répondu que je n'en avais pas et que je voulais juste travailler. Alors, c'est Mzeli, mignon. Alors, j'ai une réponse à faire à ça. C'est un truc qu'on va beaucoup faire pour essayer de vous avoir le moins cher possible. C'est-à-dire que le truc de base des RH, c'est de vous poser la question sur vos prétentions salariales au moment où vous êtes le moins à l'aise possible. Donc, par exemple, de vous la poser pile dès le début du processus. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu des gens qui genre m'ont proposé des headhunters qui m'ont proposé un travail et qui m'ont dit oui, non, mais sinon, on aimerait bien se connaître votre fourchette pour le salaire. Alors, pourquoi il vous pose la question à ce moment-là? C'est-à-dire au premier entretien avec le RH, avant même que vous ayez vu un manager, ou que vous ayez convaincu qui que ce soit, ou même des fois avant même que vous ayez donné un CV formellement. C'est parce que comme vous avez peur de pas être pris, parce que c'est un moment où il y a encore beaucoup de candidats, c'est une opportunité qui vous intéresse, etc. Ben, vous allez donner le chiffre le plus faible possible pour pas effrayer la personne en face de vous. Sauf que en neuroéconomie, on sait maintenant qu'il y a un truc qui s'appelle le biais d'ancrage. C'est-à-dire que la première valeur qu'on donne, ensuite, c'est ce qui reste le plus important et gravé dans la tête des gens. vous avez fait un post là-dessus sur l'effet d'ancrage, sur le chiffre que tu as comme référence. Après, c'est ça qui devient ton étoile Ton du... alpha et ton oméga. Voilà. Après, t'es coincé avec le truc. Et donc, c'est pour ça qu'il vous pose la question au début. Donc, c'est une question à laquelle il ne faut pas répondre au début. La Donc, négociation de salaire, ouais, vas-y, je te laisse, excuse-moi. ça se passe à la fin, une fois que vous êtes genre seul choisi ou que vous êtes deux candidats en gros et qui vous disent bon bah on va choisir entre deux candidats, etc. C'est le moment où ça va parler pognon. Donc comment vous faites ça? Comment vous pouvez esquiver la question dans un premier temps? Alors j'ai fait plusieurs posts sur Power Ta Carrière. C'est pas pour esquiver le truc. Je vais vous donner une réponse tout de suite, mais c'est aussi parce que je vais vous en donner une ou deux. Mais en fait j'en ai proposé une dizaine sur Power Ta Carrière. Vous pouvez d'abord dire que il est trop tôt pour que vous vous prononciez parce que vous connaissez pas l'étendue du poste et toutes les fonctions et les responsabilités qu'il va y avoir. Donc, il faut d'abord que vous compreniez comment le poste il va être avant que vous puissiez faire une réponse. C'est Ok. complètement fait, Et c'est c'est logique. normal. Si jamais on va te demander d'être assise dans un bureau, de travailler de 9 heures à 17 heures, et si on te dit, ben, il faut que tu voyages 25 ou 30% du temps, tu vas pas C'est demander pas pareil. une formation. C'est pas la même exigence au niveau du poste. Tout à fait. Si vous êtes commercial grand compte, mais qu'on vous confie un compte qui rapporte 30% des revenus de la boîte versus un grand compte, mais qui rapporte 10% des revenus de la boîte, c'est pas la même choucroute. Donc, c'est normal que vous fassiez cette réponse et que vous attendiez, et c'est une réponse que le RH en face de vous peut entendre. L'autre chose que vous pouvez dire aussi, c'est de leur retourner la question et de leur demander quel est leur budget à eux pour le poste. Parce que eux aussi, ils ont intérêt à faire un ancrage dans ce cas-là élevé pour pas risquer de perdre leur meilleur candidat. Donc, si vous retournez la question, vous pouvez avoir leurs chiffres. Ça épargne plein de trucs. Moi, je me suis déjà retrouvée avec des boîtes qui m'ont fait des chiffres tellement ridicules que je leur ai dit, les mecs, c'est mort, je veux même pas aller à l'entretien d'embauche. Vous êtes 50% en dessous de la valeur du marché. On perd notre temps. Donc, niet. Mais moi, Niet, voilà. j'avais des... bah, après, moi, je cherche pas de job, mais quand, par exemple, ils m'avaient contacté pour des postes et tout, et je leur disais... parce qu'en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois où j'ai fait des entretiens, et à la fin, le mec, il me propose un fixe inférieur au fixe que j'ai, tu vois. Et donc, du coup, comme ça m'arrivait une ou deux fois, après, quand les recruteurs ils m'appelaient, je leur disais, écoutez, si déjà, juste le fixe, c'est pas minimum ça, ça sert à rien, en fait, que je préfère vous laisser voir avec d'autres candidats. Parce que C'est nous, clair. parce que vous aussi, votre temps, vous voyez, quand je vous parle d'euro respect, c'est pas juste l'euro, etc., c'est aussi votre temps. Bon, si vous gagnez le SMIC, bon, n'importe quel job que vous allez prendre, voilà. Mais si vous gagnez déjà bien votre vie ou que vous avez déjà des responsabilités, etc., faut aussi ne pas être
à la merci des recruteurs qui vous font passer 15 entretiens avec de la femme de ménage jusqu'au VP pour à la fin vous proposer un salaire qui est exactement le même que celui que vous avez aujourd'hui, où vous êtes bien dans votre poste, vous n'avez pas à fournir d'efforts intellectuels parce que vous êtes déjà la routine, etc. Mais c'est pour ça. Quel est votre budget? C'est une excellente question à poser en retour à cette question-là, parce que ça veut dire que, un, vous répondez pas, et que deux, en face, ils sont obligés de vous dire quelque chose, parce que, du coup, des fois, ils essayent de vous escroquer, de vous dire, ah, bon, c'est pas trop, on n'a pas de budget, etc., etc. Les Voilà. gars, en fait, Le processus qu'il y a dans les entreprises pour valider une ouverture de poste, c'est impossible qu'ils aient pas de budget. Alors, Sarah, je crois que tu as un petit souci de connexion, à moins que ce soit moi qui ai un souci de connexion, parce que je vois plus les commentaires. Ah, si je vois encore des commentaires, donc peut-être que Sarah va se reconnecter. Je ne sais pas si je peux la déconnecter de là où je suis. Ah, c'est bon, elle est partie, donc elle va pas tarder à revenir, je pense. Alors, il y a Lydie qui dit comment négocier. Alors, attendez, ça y est, elle m'a renvoyé une invitation. Ah, non, ça c'est un participant. Peut-être à la fin, on pourra prendre des personnes, mais j'attends que Sarah revienne. Oui, oui, elle était frise. En tout cas, donc j'espère que vous avez pris des notes sur ce que Sarah vous a dit déjà. Donc, faites vos recherches sur l'entreprise. Cherchez également à savoir, enfin, ne donnez pas tout de suite votre chiffre, surtout si vous êtes dans un mode où vous vouliez comment dire, augmenter votre salaire. Attends, je te renvoie une invitation, Sarah. Invité. Voilà. Alors, j'espère qu'elle va pouvoir revenir rapidement. Comme ça, on va pouvoir continuer à discuter, parce que bon, si je parle toute seule, c'est pas marrant. Et oui, le live sera bien enregistré. Vous aurez le replay. Donc, si jamais vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, il n'y a pas de souci. Alors, Sarah, je ne sais pas, mais si tu es connectée, il faudrait que tu... Ah, super. désolé, mon téléphone a bugué. Ça arrive, Enfin, mon Instagram a bugué. ça arrive, pas de souci. Donc, pour reprendre où on en était, en fait, typiquement, ils ont forcément un budget, ils ont forcément une idée, ils ont forcément quelque chose. Je vois quelques questions passer qui me paraissent hyper intéressantes depuis tout à l'heure. Juste un élément qui est hyper important sur la négociation de salaire. En fait, vous négociez en regardant dans le rétroviseur. On négocie jamais en regardant devant soi. C'est-à-dire que typiquement, en gros, les boîtes vont toujours vous dire, oui, mais en fait, il faut faire vos preuves, blablabla, pour négocier, etc. Sauf qu'en fait, c'est ce qu'on a dit. Une fois que vous avez signé le truc, bah, les gens ont plus trop intérêt à vous favoriser, c'est mort. Donc, type, et je vois les questions, parce que je vois les questions en mode, si j'ai pas d'expérience, si je suis jeune diplômée, qu'est-ce que je fais? En fait, vous apportez forcément quelque chose à l'entreprise. Sinon, ces gens-là, ils seraient pas en train de vous recruter. Donc, si vous apportez quelque chose à l'entreprise et qu'ils veulent vous recruter, ça veut dire que, en regardant dans le rétroviseur, il y a déjà des éléments à mettre en face pour négocier. Il y a déjà des trucs qui les intéressent. Vous avez une certification qui les intéresse, vous avez fait un diplôme d'une école qui les intéresse, vous avez fait une alternance qui leur plaît, vous avez une personnalité qui leur paraît convenir avec l'entreprise. Il y a forcément des trucs qui fait que ces gens-là, ils font pas plouf plouf, même avec les étudiants, même avec les gens sans expérience. On négocie en regardant en arrière. Je dis ça aussi pour tous les gens qui se disent, attends, si je négocie mon salaire, ça veut dire que, au bout du compte, ils vont exiger plus de choses que moi. Non, non. L'argent, vous l'avez récupéré pour ce que vous avez déjà fait. Si vous faites encore des trucs bien, vous récupérerez de l'argent pour ce que vous faites de bien. Donc la négociation, ça sanctionne, entre guillemets, un passif, pas un futur. Et vous savez comment on sait ça? Aucune entreprise n'accepte de payer en avance. On paye pas nos fournisseurs en avance. On paye pas nos employés en avance. Ils payent en retard. On les... Je suis côté fournisseur. Surtout vous, chez PSA. Vous payez tout le monde en retard, c'est un enfer. Mais du coup, sachez que eux-mêmes ont conscience du fait. Je précise. Ah. Mais du coup, eux-mêmes ont conscience du fait que c'est pas une avance qu'ils vous font. On est en train de parler du passé. Même si vous êtes
alternant, sans expérience, jeune diplômé, il y a quand même un passé, je vous assure. Il y a une question qui est intéressante de Chrétienne Naturelle. Elle dit il y a un poste qui l'intéresse, même si le salaire sera pas ouf. Et je pense qu'il y a des moments dans la carrière, même si je vous dis oui, euro-respect, 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 quand vous avez une carrière, il faut quand même avoir un objectif quelque part. Donc si faire un petit détour pour atteindre après le poste d'après est nécessaire, vous pouvez le faire. Mais après, il y a beaucoup de gens qui se perdent dans les détours. En fait, ils vont être très opportunistes. Dès qu'on va leur offrir un truc, ah ok, je vais aller là, ah ok, je vais aller là. Mais en fait, il ne faut pas garder Enfin, faut pas oublier votre objectif en fait. Parce que sinon, vous n'allez jamais avancer, vous allez faire mille expériences différentes. Après, ça sera jamais perdu. Mais il faut quand même que vous ayez un horizon que vous essayez d'atteindre. Ouais, c'est-à-dire que dans ce cas-là, en gros, c'est comme ça revient à acheter l'expérience. C'est-à-dire que vous vous dites que vous avez moins d'argent dessus, mais vous avez acheté une expérience qui plus tard peut vous être utile. Et je vais aller plus loin là-dessus. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez pas négocier du salaire, mais vous pouvez essayer de négocier des avantages. Et les avantages, on pense souvent à des trucs un peu classiques, genre essayer d'avoir une voiture de service ou une carte essence, ou qu'on vous paye 100% de votre carte Navigo plutôt que juste 50% comme la loi l'exige pour ceux qui habitent Paris, etc., etc. Mais par ailleurs, des fois, ça peut être une certification. Parce que ça, par exemple, ça peut être un investissement sur le futur. Vous êtes dans un job qui vous plaît pas trop, où le salaire, il est merdique. Vous vous dites, bon, tiens, un jour, il faudra que je fasse un autre truc, que ce soit plus intéressant. Et par exemple, vous pouvez très bien vous dire, bon, bah, je vais essayer de les convaincre de me payer une certification de tel et tel grade ou une formation de tel et tel truc, que je sais que je vais pouvoir valoriser sur les futurs postes. Parce que ça, par exemple, votre boîte, ils sont tout à fait capables de vous dire oui, parce que c'est pas les mêmes budgets, que les budgets formation, c'est des lignes qui doivent dépenser, que personne pense jamais à le demander, et ça peut tout à fait vous fonctionner. Mais vous, derrière, ça peut tout à fait vouloir dire 5 000 balles de plus à l'année sur le poste d'après, en fait. Bah, moi, par exemple, avant, j'étais dans le marketing avant d'être commercial grand compte. Et quand j'étais dans le marketing, je me suis fait financer tu sais, les mini exécutives, les mini MBA, enfin, c'est pas un MBA, Oui, mais exécutif programme, là, à HEC, ça valait 6 000 euros. Ben, mon entreprise, ils m'ont payé ça. Et un an plus tard, j'ai eu une opportunité pour devenir Key Account Manager. Et du coup, j'avais fait l'exécutive programme. Donc, c'était parfait, en fait. C'est eux qui m'ont tracé la voie. Moi, j'ai juste demandé. Il y avait personne qui demandait pour les formations, tu vois, parce qu'en plus, il n'y avait que des personnes qui avaient 40, 45 ans, etc. Donc, moi, mm, j'étais là, même si j'ai mon truc d'école de commerce, vas-y, je vais prendre ça, comme ça, j'aurai mon petit tampon, comme quoi j'ai fait la certification CAM. CAM, c'est Key Account Manager, c'est commercial grand compte. Et du coup, quand l'opportunité, elle est arrivée à moi, et ben là, j'avais déjà ce qu'il fallait en fait pour, même si l'entreprise, je pense que même si j'avais pas fait ça, l'entreprise aurait pu quand même me donner le job. Mais pour oui. les promotions qui sont assez importantes et pour des jobs qui sont stratégiques au sein de l'entreprise, il n'y a pas que ton boss ou que le recruteur qui prend la décision. Il y a des personnes plus haut placées. Et donc, ces personnes plus haut placées qui ne sont pas forcément en interaction avec toi tous les jours, ton manager aussi, il faut qu'il ait des billes pour aller À la négocier donnée, ouais. euh, Mm, ton- soit ton recrutement ou soit ta promotion. Et donc, oui. toi, quand tu as fait ta formation CAM et que le directeur de je sais pas quoi international qui t'a jamais vu, oui, on veut proposer Maëva pour ce job, etc. Et que tu peux dire, eh ben, elle a fait une certification à HEC, même si le mec il me connaît pas, il Ça dit, marche. voilà, l'entreprise a misé sur elle déjà en lui payant une formation qui coûte relativement cher. Plus il la propose, plus elle a un bon track record. Et et voilà, parce qu'il y a aussi un truc, c'est qu'il y a des gens parfois qui attendent d'avoir des promotions juste parce que, genre, ça fait 10 ans que je suis dans l'entreprise, donc je dois avoir une promotion. Mais comme tu l'as dit, Sarah, c'est sur le passé que l'entreprise te rémunère, pas pour ce que tu vas faire. Mm. Donc, l'entreprise, si tu n'as rien fait de plus que ce qu'elle te demandait, quand on te donne un salaire, il y a une fiche de poste. Tant que tu fais la fiche de poste, bah, tu as le salaire qui va avec la fiche de poste. Donc, faut aussi, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est que euh, je suis curieuse, j'aime bien faire des trucs, m'intéresser aux projets, etc. Il faut que les gens vous voient. Il y a un truc, c'est Voilà.
C'est ça que je dirais surtout. C'est-à-dire que je veux pas que vous vous tuiez au travail parce que ça, Non. c'est le truc classique de se dire, tiens, en fait, je vais faire 120% et ils vont bien le remarquer. Non, ça marche pas comme ça. Parce que, par exemple, vous voyez bien que Coca-Cola, qui est une marque connue, qui est absolument partout dans le monde, vous pouvez aller au fin fond du désert ou au fin fond des montagnes, il y a à peu près moyen d'acheter un Coca-Cola partout. Ces mecs-là, ils lâchent quand même un bifton énorme chaque année à Noël, à la Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques, à tous les trucs pour faire leur pub. Et c'est parce qu'en fait, personne peut se passer de faire sa pub. Donc, en vrai, je rebondirai sur ce que tu dis, Maïva, en faisant une recommandation qui est bosser 70% du temps ou 80% du temps, mais laissez-vous 20 à 30% du temps à côté pour faire votre promotion. C'est-à-dire pour parler à les gens, leur expliquer ce que vous faites dans la boîte, qu'est-ce que vous avez envie de faire par la suite. Si vous parlez jamais de vos envies, on peut pas les deviner. En fait, c'est ce que dit Chrétienne Naturelle. Il faut être visible, en fait. Il faut être vu. Donc, prendre la parole en réunion, exposer ses idées, faire la promotion de son travail. Arrêtez d'utiliser le nous, je vous en prie. Même si vous travaillez en équipe, c'est votre truc. Arrêtez de vous planquer ou de vous excuser. Le pire truc du monde, refusez les compliments. Ça, c'est le pire truc du monde. Si on fait un compliment et que vous savez pas quoi dire, dites merci. Et ne dites rien de plus. Parce que j'ai eu de la chance ou je sais pas quoi. Non, 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 mais Sarah, elle dit des points, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, quand on avait discuté, que tu m'avais parlé de l'exemple de Coca-Cola, mais j'étais genre, mais c'est trop ça en fait. Même le mec le plus connu, franchement, s'il y a une marque que tout le monde peut citer dans n'importe quel recoin d'une jungle, comme tu disais, dans le désert, dans la montagne, les gens savent que c'est Coca-Cola. Tu leur montres du rouge, tu leur dis, même pas le nom, tu demandes juste la couleur rouge, tu demandes ça fait penser à quelle marque. Il y a 95% des gens qui vont dire Coca-Cola. Parce que c'est le marketing. Et en fait, vous devez faire aussi votre marketing. Et en plus, il y a en fait un biais cognitif. J'avais lu un truc là-dessus. C'était sur en fait la proximité de l'information, elle devient la plus importante. Donc, par exemple, oui. je vous donne un exemple. S'il y a eu une inondation et qu'il y a eu 1000 personnes qui sont mortes il y a 6 mois, mais qu'il y a une semaine, il y a une grue qui est tombée et il y a eu un mort, eh ben, l'information que les personnes vont trouver la plus grave, ça va être l'histoire de la grue. Juste parce qu'il y a une proximité temporelle, en fait. Et donc, c'est pas l'importance du truc. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être tout le temps visible parce que les gens oublient, en fait. Donc, il faut vraiment se montrer au fur et à mesure des projets, etc., pour montrer que voilà, on est un collaborateur qui apporte de la valeur à l'entreprise et l'entreprise doit reconnaître cette valeur et va aussi avoir envie de te donner en fait plus d'opportunités au sein de l'entreprise puisque lorsqu'elle te donne un projet ou qu'elle te donne un programme ou un objectif, en fait, tu y arrives. Donc c'est pour ça C'est que ça. Il y a cette idée que, en fait, déjà, quand vous parlez de vos futures aspirations, eh ben, ça peut se produire. Il y a quelqu'un qui nous l'a dit là dans les commentaires parce qu'elle a dit qu'elle cherchait des nouveaux challenges. On est venu lui proposer d'autres trucs. Et par ailleurs, ça va crédibiliser quand vous allez aller négocier votre salaire et que vous allez donner votre liste d'arguments en disant j'ai fait ça cette année, j'ai fait ça cette année, j'ai fait ça cette année. En vrai, ce sera pas la première fois que les gens l'entendront. Donc, ce sera plus difficile pour eux de faire preuve potentiellement de mauvaise foi et de dire ouais non on voit pas quoi. Si ils voient parce que c'est pas la première fois qu'ils découvrent pas votre parcours. Vous êtes là pour leur rappeler parce que pendant la négociation tout ce qui n'est pas dit n'existe pas. Donc il faut se répéter, mais ça n'empêche pas que c'est une répétition de quelque chose qui était déjà relativement clair précédemment. Et un truc que je peux vous donner comme conseil encore, c'est faites cette liste au quotidien. Comme ça, vous n'avez pas à vous essayer de vous racler la soupière au dernier moment quand vous devez aller négocier. Et tenez cette liste avec des chiffres, parce que le chiffre, ça crédibilise le propos. Donc, n'hésitez pas à mettre des chiffres. Il y a des chiffres dans tous les postes. Je vous assure, il y en a, je l'entends tout le temps, cet argument de chez moi, c'est pas chiffré. Si vous avez géré un certain nombre de dossiers, un certain nombre d'appels, vous avez rapporté un certain nombre d'argent si vous êtes commercial, ou vous en avez économisé si vous faites partie de ce genre d'équipe, vous gérez des projets qui ont une certaine taille. Donc, tout ça, c'est du chiffre qui crédibilise et qui fait comprendre votre réalité quotidienne. Et l'autre pied sur lequel s'appuie la négociation, c'est l'anecdote. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas
de chiffres à poser ou que vous avez déjà posé plusieurs chiffres, vous pouvez mettre une anecdote parce que ça aide. Par exemple, le fait que vous avez créé un groupe de parole dans votre entreprise pendant le Covid qui fait qu'il y a beaucoup d'employés qui se sentaient mieux et que ça a apporté quelque chose à l'entreprise plutôt que les gens aillent en burn-out. Ben ça, c'est une anecdote, c'est pas un chiffre, mais c'est important aussi dans votre négo de salaire. C'est-à-dire parce que en plus, j'en profite pour vous dire que les soft skills, c'est important. Il n'y a pas que des histoires de ce que vous faites vraiment dans votre poste à proprement parler. Il y a aussi ce que vous apportez à l'entreprise par votre personnalité. Bah, juste par rapport à ce que tu dis, après, il faudra juste que j'oublie pas un point qui sera important. Moi, comme je suis commercial grand compte, c'est sur des projets en fait qui se font sur des années en fait. Là, Mm. les maintenant, c'est des projets en fait avec lesquels on parle avec le client depuis au moins 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on est en train de leur dire nos produits sont comme ci, nos produits sont comme ça, les avantages c'est ci, les bénéfices c'est ça. Pendant 2 ans, et c'est au bout des 2 ans de conversation que quand l'appel d'offres sort, bah déjà tout ce qu'on leur a raconté, c'est bien renoté dans l'appel d'offres. Donc, ouais. Mm. On les a bien, tu vois, bien modelés. Et c'est l'appel d'offres, en fait, ça va durer peut-être. Bon, là, avec le Covid, il y a un appel d'offres qui a duré pendant un an. Mais l'appel d'offres, elle va durer peut-être 2 mois, le temps qu'on fasse tous les trucs, etc. Mais en fait, ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet. Et c'est pour ça que quand vous venez me parler au mois de mars des entretiens annuels, je rigole. Parce que vous voulez parler, c'est comme si moi, mon client, je ne lui parle pas pendant 2 ans. Et juste au moment de la RFQ, je viens, ah bonjour monsieur le client, alors voilà, notre produit, c'est ci, ça. Non, ça fait 2 ans que je suis en train de lui parler de mon produit. Donc vous, c'est tout le temps que vous devez parler de vos réalisations, des projets, etc. C'est pas, vous n'allez pas attendre un entretien de 30 minutes au mois de mars pour en fait, défendre votre beefsteak. Déjà Mm. trop tard. C'est trop tard puisque les budgets de l'année, ils ont été négociés. Donc, en tout cas, moi, dans mon entreprise, tout ce qui est calibration, ça veut dire tout ce qui est promotion pour l'année prochaine, c'est décidé au mois de novembre de l'année d'avant. Donc, quand tu arrives au mois de mars, c'est à titre informatif ce que tu vas avoir. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les entreprises, mais c'est pas pendant que tu es devant ton chef au mois de mars que tu vas lui dire que tu veux une augmentation, en fait. Il faut que tu aies déjà préparé le terrain, que tu aies déjà... C'est ça. Faut préparer le terrain pour que quand la question elle arrive, ce soit une évidence. Genre, je veux une augmentation. Il va dire, bon, alors, j'ai vu que tu avais envie d'évoluer dans l'entreprise. Si votre boss, il vous dit ça veut dire que vous avez fait votre job. Parce que ça veut dire que vous l'avez travailler au corps, tu vois, pour que quand vous arrivez à l'entretien, il sait déjà, tu vois, il va pas être choqué. Si votre manager, il est choqué que vous demandiez une promotion, une augmentation pendant l'entretien d'embauche, pas d'embauche, pardon, pendant l'entretien annuel, et vous avez raté en fait. Le mec ou la nana, elle est prise au dépourvu, mais attends, ça vient d'où? Je pensais que tu te sentais bien dans ton poste, pourquoi tu... En fait, vous partez après sur une discussion qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous vouliez dire à la base. Donc, c'est important de travailler le terrain. Et du coup, le point que je ne voulais pas oublier, c'était que Sarah, en fait, tu nous expliques, au-delà de ton travail salarié, qu'est-ce que c'est Power Ta Carrière. Parce que toutes les informations que tu nous donnes, toute l'expérience que tu as, c'est à travers donc ton entreprise que tu as montée. Donc, j'aimerais bien que tu présentes ton entreprise et les services, en fait, que tu fournis, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors en fait, Power ta carrière, moi c'est le point culminant d'une vie de négociation. Donc comme toi, j'étais commercial grand compte, donc je me suis retrouvée dans des négociations de prix. De l'autre côté, d'essayer de défendre mon beefsteak pour qu'on me baisse pas mon prix. Par ailleurs, j'ai toujours négocié mon salaire. Donc avec Power Ta Carrière, ce que je fournis, c'est des conseils pour vous sentir plus épanoui sur votre vie professionnelle en général, que vous sentiez à l'aise, que vous puissiez prendre votre place, que vous puissiez savoir dire non, savoir dire oui. Ça, c'est aussi des éléments importants d'une négociation et c'est des briques élémentaires que je mets en place petit à petit. Vous avez déjà pas mal de contenu gratuitement sur Instagram, sur la page, comme pour toi, Maëva. N'hésitez pas Mais, à suivre, surtout. ouais. Mais en plus de ça, ce que je propose, c'est que je propose aussi des coachings. Alors, sur des sessions plus longues de 6 semaines, quand on doit traiter une question de fond, par exemple, un grand classique, c'est le syndrome de l'imposteur, lui botter les fesses sur 6 semaines pour que vous vous sentiez enfin en confiance par rapport à vous, mais aussi des sessions plus courtes d'1 heure où on peut travailler ensemble votre stratégie
pour la négociation de salaire. Donc, par exemple, quelques semaines avant que ce soit le moment de votre négo de salaire, on peut revenir sur vos arguments, la stratégie, et discuter. Je sais que vous êtes mais plein à avoir posé des questions là, des dizaines à avoir posé des questions où on n'a pas pu répondre à tout. Mais typiquement, je peux dans cette heure-là répondre à toutes vos questions qui sont hyper spécifiques à votre cas et on discute dans le détail. Et donc, vous sortez de là avec une stratégie concrète pour que vous sachiez comment vous y prendre. Je vois une question, qu'est-ce qui me différencie des autres coachs? Alors, moi, ce que je dirais à titre personnel, c'est que déjà, j'ai une démarche extrêmement bienveillante. Je ne crois absolument pas dans le coaching version, tiens, je vais prendre un marteau, un burin et te faire un grand trou dans la tête pour que tu comprennes ce que je raconte. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Et surtout, c'est du coaching fait par une femme qui travaille dans une industrie très masculine et qui a eu beaucoup de difficultés à cause de ça, pour des femmes. Donc, j'ai conscience, en gros, de ce que le monde du travail vous fait endurer. J'ai conscience des différences que ça fait d'être une femme ou un homme dans le monde du travail. Donc, forcément, si c'est une question qui vous intéresse, si vous avez l'impression que c'est plus galère pour vous parce que vous êtes une femme, je le comprends tout à fait. Et on part de la réalité. Voilà, je parle pas d'un truc de vous dire genre, oui, mais en fait, si tu le voulais vraiment, tu pourrais. Parce que on sait que c'est pas comme ça que ça se joue et qu'il n'y a pas que ça qui se joue. Ce qu'on disait au début avec Maëva, c'était pas le sujet, mais on en a quand même un peu parlé sur être une femme, être noire ou pas être blanche dans un milieu, etc. Bon, il y a quand même d'autres éléments qui se jouent. J'ai envie de répondre juste à une petite question qui est passée 2 fois et ça me paraît, la personne elle a l'air d'avoir vraiment envie qu'on y réponde et ça m'a l'air important. Célibataire? Ouais, comment négocier en rentrant de congé maternité? Alors déjà, il faut connaître ses droits et le droit du travail, c'est important. Il y a un élément qui est hyper important, c'est qu'en fait, quand vous rentrez tout juste de congé maternité, il y a une augmentation de salaire automatique qui doit s'appliquer à votre salaire, qui est liée au fait que, en fait, s'il y a eu une augmentation pendant le temps où vous étiez pas là, vous devez recevoir à minima la moyenne des augmentations sur, alors selon la taille de l'entreprise, soit votre équipe, soit toute l'entreprise. C'est un truc, autant vous dire que les RH, ils vous le diront pas. Ils vont essayer de vous le squeezer. Et je vois énormément de femmes qui se le font squeezer. C'est pas parce que vous étiez en congé maternité, c'est un mot très mal choisi, congé en plus. C'était pas un congé et c'était pas spécialement votre choix en plus. Donc, c'est pas parce que vous êtes en congé parental, en congé maternité, que vous devez vous faire squeezer vos droits. C'est pour ça que la loi vous couvre sur le fait que vous devez obtenir la moyenne des augmentations que le reste de l'entreprise a obtenues. Si c'est pas le cas automatiquement, allez réclamer votre dû au RH. Je vous jure que sur un truc pareil, ils vont se faire fumer au prud'homme si jamais vous allez au prud'homme. Donc, ils vont pas vouloir aller au prud'homme. Faites valoir vos droits, vous allez l'obtenir. C'est ça ma réponse sur comment négocier quand vous rentrez de congé mat. Chopez votre droit déjà. Et ensuite, par ailleurs, le congé maternité, comme je vous dis, vous regardez dans le passé, il y a quand même des choses que vous avez faites avant de partir en congé. Vous avez complètement le droit de mettre en valeur ça, il n'y a aucune raison. Mais déjà, partez de la base de la loi, parce que ça, on peut pas vous le refuser, c'est pas légal. Voilà, et c'est un point. En fait, il y a beaucoup J'ai vu un commentaire, je vais rebondir aussi dessus. En fait, il faut pas se mettre des barrières soi-même. Il y a une personne qui a écrit femme noire, trentenaire, salariée, toutes les portes sont fermées. Non, c'est faux. Toutes les portes ne sont pas fermées. Il faut arrêter de se mettre des barrières comme ça, sorties. Je ne vais pas dire sorties de je ne sais où, parce que je sais d'où ça sort, je sais d'où ça vient. Mais en fait, si vous allez dans une course, imaginez, vous allez pour faire une course de 100 mètres et vous vous mettez de vous-même des haies à passer alors que c'est un sprint et que pourquoi vous allez vous mettre des haies? Il y a déjà des haies en fait. Il y en a déjà. C'est ça. Il y en a, et on va se dire la vérité. Oui, il y en a plus. Si vous êtes une femme, si vous êtes trentenaire, si vous êtes noire, si vous êtes issu d'un milieu modeste, dans la tête. ouais, il y a plus de galères. Mais les galères, en fait, vous avez aussi les solutions. On va y arriver ensemble. Il y a les solutions pour passer au-dessus du mur, contourner le mur, creuser en dessous du mur, mettre un grand coup de tête dedans. Il y a plein de solutions. C'est ça qui est important pour moi chez Power Ta Carrière. C'est-à-dire que je reconnais la vérité de la situation et la réalité de la situation parce que j'aime pas ces coachs qui vous expliquent, ouais, non, c'est partout, c'est pareil pour tout le monde et puis voilà, parce que c'est du bullshit. Mais par ailleurs, ça veut pas dire que on va s'allonger et mourir. On va pas se laisser faire. On va y arriver aussi quand même. A assez de problèmes dans la vraie vie pour s'en rajouter dans sa tête en se disant ouais, je vais pas y arriver en fait. En fait, Non. c'est
En fait, à partir du moment où tu te dis, je ne vais pas y arriver, je te garantis quelque chose, tu vas pas y arriver. Ça, ça c'est sûr. Ça, c'est mort. C'est comme, Vous devez croire en vous. ouais, c'est comme pour la nourriture pour les enfants. Tu vois que si tu leur dis, ouais, c'est pas bon, tu peux être sûr à 99,9% que quand ils vont goûter, ils vont te dire que c'est pas bon. Si tu leur dis c'est bon, ils vont goûter et là, tu as une chance sur deux, tu vois, qu'ils disent, bon, c'est pas bon, mais ok, ça va, je vais le manger, tu vois. Donc, il faut alors, elle répond, elle dit, au-delà de ce qu'il y a dans la tête, ça fait 4 ans que j'essaie de me former pour gagner plus et je ne rentre dans aucune case pour être éligible à un quelconque financement. Alors ça, en fait, je sais que tu vas me donner des arguments, mais plus tu vas me donner des arguments et plus ça va. Pourquoi chercher un financement? Pourquoi chercher à se faire financer? Je comprends qu'il faut aller chercher pour voir si on peut avoir des choses, etc. Mais si tu vois que tu ne rentres pas dans les cases que demande le financement, c'est ça aussi le respect, c'est de ne pas compter que sur les autres. En fait, je veux pas que tu le prennes comme un, comment dire, comme une critique. C'est pas une critique que je te fais, mais simplement, si tu vois que l'État ou les organismes de formation ou toutes sortes d'organismes qui fournissent des financements ne veulent pas financer ce que toi, tu as envie de faire, alors c'est à toi de réfléchir, est-ce qu'il y a des solutions, est-ce qu'il y a des alternatives qui vont te permettre de trouver ce financement, soit peut-être que tu vas, je sais pas, je te dis n'importe quoi parce que je ne sais pas de quelle somme tu parles, je ne sais pas si tu parles de 20 000 euros ou si tu parles de 1 000 euros, euh, de faire un deuxième job, de faire... En fait, parfois, il y a des petits moments, il faut faire des petits sacrifices ou de gros sacrifices parce que ça, c'est fonction aussi de à quel point est-ce qu'on a vraiment envie d'aller dans ce domaine et qu'on a besoin d'avoir comment dire, d'avoir cet argent et cette certification. Ou peut-être que cet endroit, peut-être que tu veux travailler, je dis n'importe quoi, dans l'hôtellerie. Et cette certification, tu ne peux pas l'avoir. Mais peut-être qu'il y a des métiers connexes qui sont plus faciles d'accès et qui, après, pour toi, ça fera un saut plus petit pour passer de ce domaine connexe au domaine que tu recherches. Mais si jamais tu es dans un état d'esprit, et je comprends qu'au bout de 4 ans, tu sois démotivé, mais si tu commences à te laisser aspirer par un état d'esprit où tu te dis que c'est pas possible, ça sera tout simplement impossible. Effectivement, ça ne va pas se passer. Donc c'est difficile, c'est pas, il y a des moments où on a envie de lâcher l'affaire, on se dit mais j'en peux plus. Mais peut-être qu'il faut juste trouver un chemin un peu détourné, mais avec, comme tout à l'heure, je disais, en gardant en tête que, ok, mon point final ou ma destination, c'est là-bas. Je sais pas, Sarah, si tu veux ajouter quelque chose Non, là-dessus. si, c'est tout à fait ça et je pense que la situation, elle est fondamentalement injuste et plus difficile pour plein de gens. Mais justement, en gros, le résumé, c'est la vie, elle est dure, mais vous pouvez être plus dur que ça. C'est en fait le pouvoir intérieur que vous avez, il est assez immense, sans parler de trucs genre de manifestation et tout, parce que c'est pas spécialement mon délire non plus. Mais pour dire, en fait, le pouvoir que vous avez en vous, il est assez immense et souvent, il se débloque par la confiance que vous vous accordez. Si vous, vous avez confiance en vous, à minima, en fait, vous devez croire en vous. Et si vous croyez en vous, oui, il y a toujours cette possibilité, comme je te dis, en face d'un mur, en fait, d'essayer de péter le mur, mais d'essayer de monter par-dessus, de creuser en dessous, de contourner, de trouver une solution. Parce que souvent, il y a plus d'une seule solution. Et des fois, oui, ça prend de créativement, d'être créatif, d'en parler à des gens autour de soi, voire c'est aussi ce qu'on fait des fois en coaching, c'est-à-dire qu'on trouve des solutions alternatives à ce que vous avez déjà envisagé. Euh, et ça peut être une option. Mais voilà, donc c'est ça l'idée en tout cas. Et en plus, elle dit une phrase, elle dit pas d'argent, pas de formation, pas de formation, pas d'argent. Et c'est pour ça que j'ai aussi ce compte, mon budget bento. C'est pour que vous puissiez mettre l'argent au service de vos projets. L'argent, il y a pas, ça n'arrive pas que par un seul endroit, ça n'arrive pas que par votre salaire. Ça arrive aussi par votre façon de gérer votre argent par rapport au salaire que vous avez. Et si jamais une personne souhaite changer de domaine et qu'elle n'a pas l'argent pour se former pour aller vers ce domaine, alors dans ce cas-là, il faut que en anglais, on dit milk, c'est dans le sens traire. Il faut Ouais. que tu traies ton employeur actuel. Tu vas le buter, tu vas aller prendre les augmentations, tu vas prendre même un job que tu disais, bon, vas-y, j'avais pas envie de faire ça, mais quand tu vas avoir le salaire aussi, et tu vas garder en tête de te dire, bah voilà, c'est pour financer cette formation que je vais prendre ça. Peut-être je vais un peu en chier pendant un an, voilà. Et
après, je vais pouvoir me former avec l'argent que j'aurai réussi à mettre de côté. Mais on ne peut pas rester dans une... En fait, en tout cas, moi, dans ma façon de voir les choses, je ne peux pas rester dans une situation où mon destin dépend des financements de Pôle emploi. Pôle emploi, ils ont d'autres chats à fouetter que de s'occuper de ma formation, en fait. Donc, en tout cas, j'espère que ça t'aura motivé pour essayer de voir est-ce que tu peux trouver des solutions, des alternatives et d'autres choses. Et juste, j'en profite pour vous parler du livre de Sarah, qui est là. Alors, bon, vous le voyez à l'envers, mais il écrit Tout vouloir, tout avoir. Et donc, il est petit, le livre. Alors, je m'étais mis comme devoir de terminer, mais j'ai lu à un tiers. Et Mais surtout, tu l'as postité, c'est trop mignon. j'ai vu des trucs, ça m'a fait rire, j'ai bien aimé, tu vois. Donc, je m'étais dit, ouais, quand j'aurais fini de le lire et tout, je pourrais te poser des questions. Mais en fait, il y a je te dirais les 3 points que j'ai pris, mais comme ça, moi, je risque pas de vous spoil sur le livre. Mais c'est un livre, en fait, voilà, elle va parler du syndrome de l'imposteur et vraiment de se mettre, en fait, dans un mood avec des exercices, etc., pour justement être dans cette dynamique de je suis pas en train de subir ma vie, en tout cas ma vie professionnelle, parce que c'est plus orienté sur la vie professionnelle, il y a toujours un côté personnel. Je vais en fait prendre les choses en main. En plus, c'est bien dans le titre, parce que tu as dit, c'est pas tout de vouloir, c'est pas tout de dire, ouais, moi j'ai envie d'avoir une formation, j'ai envie qu'on me finance. C'est tout à avoir. Avoir, en un seul mot, hein, pas à regarder. Ouais. C'est l'avoir, ça veut dire mettre en place des actions pour que, en fait, ton projet, ton idée, elle prenne vie. Donc peut-être, Sarah, si tu as envie d'en parler, je vous redonne le nom. C'est Tout vouloir, tout savoir de Sarah Zitouni, pour le nom de famille. Ouais. Ben en fait, oui, voilà, moi j'ai fait ce livre parce que je voulais rendre accessible l'essentiel de ce que j'avais à vous dire sur comment je pense que vous pouvez vraiment faire passer votre carrière au niveau d'après. Niveau d'après, ça veut pas forcément dire devenir PDG. Pour celles qui veulent, c'est devenir PDG, mais pour celles qui veulent, c'est être à l'aise, pouvoir parler, pouvoir s'exprimer, pouvoir dire non pour pas se faire dépasser par le travail, pour pas se faire mettre en burn-out. Ça parle de ces questions qui sont difficiles et c'est un livre pratique. Donc c'est pas un truc, c'est pas un essai avec juste voilà comment elle est la situation. Il y a des vrais conseils avec dans l'idée que vous puissiez commencer à les appliquer à la lecture. Moi, c'est ça qui me plaît le plus, c'est quand je rencontre des lectrices qui me disent ah bah en fait j'ai lu et puis au fur et à mesure je faisais les choses. Ça c'est excellent parce qu'il y a des trucs que vous pouvez mettre en place très rapidement, d'autres qui sont plus Et longs, dans plus difficiles. le livre que j'ai lu là, il y a des exercices pratiques en fait. Donc ce livre, vous pouvez vous le procurer partout, que ce soit Hum, à Fnac, sur Amazon. Donc Sarah, elle est pas auto-éditée comme moi, donc vous pouvez le trouver partout. C'est avec les éditions Kiwi. ouais. Et du coup, vous pouvez commander son livre à la Fnac ou même vous rendre en magasin. Dans une librairie indépendante, des sites, la Fnac, Cultura, enfin où vous achetez vos livres. Hein. J'ai découvert le Leclerc Culture parce que je sais que certaines l'ont pris chez Leclerc Culture. Donc euh, Ben, donc juste, voilà. Donc typiquement, ça vous permet, voilà, c'est un livre, c'est pas ultra long, mais c'est extrêmement pratique pour que vous puissiez petit à petit, ça commence simple et ça va sur des trucs plus compliqués, pour que vous puissiez petit à petit faire des pas vers votre euro-respect, votre confiance, votre carrière de rêve, quoi. exactement. Donc le livre, il coûte 19 euros, hein, vous voyez, donc c'est pas quelque chose Mm. qui coûte cher. 20 euros pour sa carrière. Ça, vous n'avez pas besoin que le Pôle emploi vous le finance, hein. Vous prenez vos 20 euros et vous allez dans votre librairie habituelle et vous le prenez, quoi. Si vous voyez que vous êtes dans une situation où vous manquez de ressources, peut-être, ou d'idées, vous commencez par ça. Et puis après, bien sûr, bah, vous pouvez contacter Sarah si vous le souhaitez pour Absolument. ou un accompagnement, etc. Donc, je vais Mais juste... c'est pour ça qu'il ait fait le livre, c'était pour que parce que je vais en vrai déjà, j'ai pas forcément toujours la place de satisfaire tout le monde sur les accompagnements parce que j'ai pas un temps illimité malheureusement et il était fait aussi pour que les étudiantes, les auto-entrepreneurs, tous ces gens-là puissent s'y retrouver même avec des revenus assez modestes parce que évidemment c'est moins cher qu'un accompagnement et aussi comme ça vous avez quelque chose avec vous pour lire, relire, réfléchir pour celles qui ont pris des notes ce soir, bah en fait comme ça vous avez un guide encore plus clair. Donc typiquement Partie ça parle de où vous pouvez écrire en fait les ouais, exercices c'est très ton guide. recommandés par Sarah. Vous voyez, c'est des pages où c'est à vous d'écrire en fait.
Parce qu'en fait, typiquement, l'idée, c'est que vous ayez, ça parle de confiance en soi, ça parle de croyances limitantes, de peur de l'échec. C'est pour ça que je disais que ça peut aussi être très utile. Je sais qu'il y a des abonnés parmi mon compte qui me suivent et qui, en fait, sont auto-entrepreneurs, ne sont pas salariés. Et puis, quand on parle de négociation salariale, en vrai, on parle de négociation financière. Donc, par exemple, j'ai déjà donné des cours chez HEC pour des négociations de valeur d'entreprise. Vous voyez, c'est pas exactement un salaire, mais en fait, au bout du compte, il y a plein d'outils qui se retrouvent quand même. Ok. Voilà. Où il y avait, dans ce que j'ai lu, il y avait trois petits points que j'avais notés, que j'avais bien aimé. Bon, le premier, on n'a pas forcément besoin de le commenter, mais c'était sur le fait de fêter les petites victoires. Ça, c'est quelque chose que je répète tout le temps. Quand vous êtes sur votre chemin financier, etc., attendez pas d'avoir acheté 25 appartements ou d'avoir 100 000 euros en bourse pour être content, en fait. La Mm. personne, par exemple, qui avait un découvert de 1500 euros et qui est maintenant, qui n'a plus de découvert ou qui a même un découvert de 200 euros, même si pour une autre personne, 200 euros de découvert, c'est genre, quoi, 200 euros de découvert? Mais toi, tu sais que tu viens d'un endroit très sombre. Donc là où tu es, il y a un peu plus de lumière. Donc il faut savoir aussi, en fait, faut pas attendre d'arriver dans le spot, le perfect spot pour en fait vous réjouir parce qu'en fait, c'est d'avoir en fait tout le temps des petits trucs, de se dire, ah, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. Ça te met en fait dans un mood, dans un état d'esprit beaucoup plus positif parce que bah, le cerveau, d'ailleurs tu le dis dans ton livre, le cerveau, il est plus habitué à se rappeler des mauvaises choses. Pourquoi? Parce que c'est une question de survie. Ça veut dire, avant, là, quand on était des hommes des cavernes, là, si jamais on voyait un ours et qu'il y avait quelqu'un qui se faisait manger, ben, on devait s'en souvenir pour savoir que la prochaine fois que je vois un ours, il faut que je me cache. Du coup, ouais. Donc, c'est un travail, et ça, tu l'expliques dans la première partie de ton livre. Bien sûr, je ne vais pas vous parler de tous les livres. Mais en tout cas, de faire un travail, en fait, sur son état d'esprit. Après, il y a un truc que j'ai adoré, peut-être que tu peux nous en parler, c'est ton truc sur les coussins. Oui. Ah bah Ça, attendez, je peux même vous montrer. Ils sont pas tous là, hein. Mais voilà, vous voyez derrière moi, là. Et alors là, tous ceux qui n'ont pas lu le livre se disent pourquoi ils nous montrent c'est coussins, c'est un truc sur la déco. 50 000 coussins. Alors en fait, oui, parce que là, dans mon salon, au bas mot, il y en a une dizaine et il y en a dans ma chambre aussi. Ce que veut vous dire Maëva par là, c'est qu'en fait, je donne un conseil, c'est de rendre concret vos victoires. Et donc, pour rendre concrète vos victoires, souvent, je vous dis, achetez-vous un petit quelque chose. En gros, quelque chose si vous avez envie. Mais c'est ça, c'est des récompenses à s'offrir. Et donc, moi, quand j'ai commencé ma carrière de commercial, j'ai décidé de m'acheter un coussin à chaque fois que je signais un contrat. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous en ai montré, il y en a plein. Donc, en fait, j'ai dû arrêter au bout d'un moment parce que je commençais vraiment à crouler sous les coussins. Mais du Ouais. coup, c'est ça. Du coup, ce qui est extrêmement drôle et ce que j'aime beaucoup et ce que j'ai écrit dans le livre, c'est qu'en fait, quand les gens rentrent chez moi et me font le commentaire de me dire, ah bah, putain, chez toi, on manque pas de coussins, forcément, ça me fait plaisir. Parce que moi, je sais quelle histoire ils ont. Ça rend extrêmement visuel pour moi le fait que j'ai été à une époque une commerciale extrêmement successful, quoi. Parce que j'ai des coussins de partout autour de moi, chez moi, que j'ai dû en donner, etc. Et donc, ouais, c'est ça l'histoire des coussins. Et c'est vrai que du coup, ça me fait penser, parce que moi, je suis dans une boîte à la base américaine, même si on a changé de main un peu maintenant, mais à la base, c'était vraiment une boîte américaine. Et c'est hyper important que les commerciaux, ils aient leurs petits trophées et tout ça. Et puis tous les commerciaux, ils avaient tous leurs trophées annuels, best, je sais pas quoi, j'ai atteint mon revenu, j'ai atteint 100%, 200, 300% de mes objectifs, etc. Parce que les Américains sont forts en marketing, mais le marketing, c'est pas juste pour vendre des choses, en fait, c'est pour travailler dans le cerveau, en fait. Donc, le marketing que vous faites à vous-même, d'avoir un objet qui vous rappelle que, ah, mais j'ai été bonne à ce moment-là, j'ai été bonne à ce moment-là. Donc, toi, ce qui est marrant, c'est que tu l'as fait d'une manière moins, tu vois, en mode avec mes gros sabots, avec des coupes et des médailles, etc. C'est plus mignon, tu vois, avec des coussins. Mais voilà, c'est un truc. Franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais ah, mais c'est trop bien. Parce Ah mais que moi ça m'a beaucoup fait marrer toutes ces années où ça après j'ai continué sur d'autres façons de faire mais ça m'a beaucoup fait marrer ces années-là et ça permet comme tu dis de se réconforter les moments où on est down parce que tout le monde est un peu down quand t'es sales il y a des fois comme tu dis tu es là tu parles au même client rien n'avance tu ne sais pas où tu vas tu sais pas ce qui se passe et ben en fait je pouvais décemment pas me dire que c'était parce que j'étais une chèvre et que j'étais nulle je me disais juste non, c'est une mauvaise passe, c'est compliqué, il faut que je trouve une autre méthode. Mais je pouvais pas juste, tu vois, me dire je suis trop une quiche. En fait, j'ai jamais rien réussi dans ma vie, quoi.
exactement. Alors du coup, bon, ça fait 1h15 qu'on a commencé, donc on va prendre quelques questions avant de fermer. Euh, alors, donc, comment est-ce que je fais? Nanana. Ok. Donc, est-ce que vous voyez la question là ou pas? Non? Nope. Vous pouvez recevoir des questions? Ah, ok, d'accord. Alors, je sais pas, il y a une histoire de badge là, pourtant, je sais pas ce que j'ai rien fait de spécial. Alors, il y a Reflet d'Amy qui demande comment faire quand on nous demande pardon, notre salaire actuel quand on est en dessous du marché. Alors, c'est la seule fois où vous m'entendrez dire ça, la seule. Mentez. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis jamais de mentir, hein. Vraiment, en coaching, je déteste ça. J'aime pas le mensonge à titre personnel. Et en plus, c'est une très mauvaise idée d'un point de vue professionnel. Mais là, je vais me préciser, hein, c'est-à-dire mentez pas. Mais en gros, donnez le package entier, pas juste votre salaire. C'est-à-dire que vous calculez combien vos avantages en nature vous rapportent et vous additionnez ça au salaire. Et en plus, rajoutez 10%. Pourquoi les 10%? J'ai parlé avec beaucoup de RH et j'ai lu des études faites par des RH et en fait, il s'avère qu'ils enlèvent 10% sur le chiffre que vous leur donnez parce qu'ils s'attendent à ce que tout le monde mente. Donc, il faut que vous rajoutiez 10%. Mais oui, c'est terrible. C'est-à-dire que c'est une question tellement merdique qu'ils s'attendent à ce que les gens mentent. Donc, en fait, vous qui êtes bien honnête, il faut que vous rajoutiez les 10% parce que sinon, ils vont tomber sur un chiffre qui est débile. Il faut savoir qu'il y a des pays où c'est illégal, hein, de poser cette question, mais tristement, c'est pas le cas en France. Donc la question n'est pas illégale et mon recommandation, c'est calculer tout votre package plus rajouter 10%. Oui, il y a des filous et des qui chassent, qui demandent les bulletins de paye pour vérifier. J'ai un vrai problème avec ça. Parce que votre bulletin de paye, ça donne plus d'informations que juste votre salaire, donc c'est problématique. Ils sont pas obligés de l'exiger, enfin ils n'ont pas le droit de l'exiger, mais forcément en général, si vous voulez pas le donner, non, c'est pas interdit malheureusement de demander les anciens bulletins de paye, c'est aussi illégal. Par contre, c'est comment dire, ils peuvent pas exiger de votre part de vous les donner. Si vous voulez pas les donner, c'est possible que vous ayez pas le poste, mais ma recommandation à titre personnel, après ça se module, c'est que c'est déjà un gros red flag. C'est-à-dire que des entreprises qui vraiment exigent ce genre de choses, on est mal embarqué. Après, je comprends qu'il y en ait qui aient besoin d'un travail, qui prendraient plein de choses différentes et tout. Mais entre nous, on est en train de se parler, ça, c'est red flag. Oui, tu avais fait un truc sur les red flags dans les entreprises, c'était trop marrant. Suis-le, Ah ça. ouais, non, parce que il y a des trucs comme ça, il y a des choses que si les gens ils vous disent, faut que vous commenciez à cocher des cases là sur votre carnet en mode bon, alors, lui, c'est un peu comme un premier date, hein, les entretiens d'embauche. Et si au premier date le mec d'en face il vous dit des trucs absolument abominables, genre moi de toute façon ma femme elle sort pas de chez moi sans me demander la permission, bon bah vous allez peut-être pas revenir pour un deuxième date. Bah pour les entreprises c'est pareil, il y a des red flags comme ça où il faut quand même se poser la question si on veut revenir pour un deuxième entretien. Et d'ailleurs, en parlant de red flag, il y a Rebiaï. Faudra Oui. vraiment que tu me dises comment je dois prononcer ton pseudo. Qui dit faut-il jouer la concurrence d'un autre emploi plus rémunéré pour que l'employeur s'aligne? Alors, moi, je vais te faire ma réponse. Après, toi, Sarah, tu feras ta réponse. Moi, j'ai horreur de ça, en fait. Mm. Je me dis, Ouais. entreprise, je demande mon augmentation et on me la donne parce qu'on estime que je mérite cette augmentation. Mais si jamais je vais dans une autre entreprise, que l'entreprise me donne la rémunération que je veux, pourquoi est-ce que je vais aller dans mon entreprise actuelle pour leur dire oui, on propose ça, alignez-vous. Si tu fais jouer deux entreprises en dehors de ton entreprise actuelle, mais ton entreprise Ouais. actuelle, mais t'es déjà là en fait. T'es déjà là. L'entreprise, elle a déjà eu l'occasion de te récompenser ou en tout cas de te reconnaître à ta De juste te valoriser. pas fait. Et d'ailleurs, mon amie dont je vous parlais, où son collègue avait 8 000 euros de différence de salaire avec elle, quand elle a vu ça, bien entendu, elle a fait OK, si c'est comme ça, pas de problème. Elle a cherché un job ailleurs. Et là, l'entreprise lui a dit oui, combien est-ce qu'ils t'ont proposé? Nanani, nanana. Elle leur a dit mais en fait, it's too late. C'est comme. Mm. En fait, et l'employeur, c'est vraiment comme dans une relation, tu vois. Genre, ton mec, il te calcule up. Et le jour où tu vas partir, je dis pas que tu vas partir pour un autre mec, mais le jour où tu vas lui dire bon, vas-y, c'est bon, j'en ai marre, notre relation, elle rime à rien. Le mec, il va commencer genre oui, je vais t'ouvrir des fleurs. Mais c'est trop tard, en fait. Mm. Trop Et là, tard. comme ça, tu m'as laissé choir comme une plante sèche, tu l'as pas arrosée, puis là, maintenant que je vais partir, tu veux me raconter ta vie.
Mais non, non, franchement, Ouais. je sais pas qu'est-ce que tu veux répondre à ça, Non, mais je suis complètement d'accord. Il y a deux méthodes que j'aime pas beaucoup en entreprise, qui sont deux méthodes de négociation qui existent, mais qui, en vrai, les professionnels de la négociation vous les recommanderont pas, hein. C'est la méthode un peu mercenaire. Je vais voir ailleurs et je reviens pour donner le chiffre. Ou la méthode de l'ultimatum. Vous me donnez ça, sinon je me casse. Dans les deux cas, c'est compliqué parce que en vrai, la négociation, ça se fait entre deux parties qui ont un terrain d'entente et un point commun. Et en fait, si vous êtes déjà sur le point de partir, que quelqu'un d'autre vous a fait une offre, vous avez déjà plus grand-chose en commun avec ces gens-là. Prenez l'offre qu'on vous a faite et et t'arrêtes. partez. Ou renégociez l'offre qu'on vous a faite si vous voulez avoir encore plus dans cette nouvelle entreprise et partez. Mais si tu veux, le problème de faire cette technique du mercenaire, c'est qu'en vrai, l'entreprise, ils vont au bout du compte de toute façon en garder une rancœur. Vous aussi probablement. La relation, elle part sur un truc un peu biaisé. C'est compliqué. Et Voilà. pareil pour l'ultimatum, si j'ai pas ça et je me casse, c'est très compliqué aussi parce que c'est pas une négociation. C'est-à-dire qu'en fait, vous posez un choix binaire, oui ou non. Même si la personne vous dit oui et vous donne ce que vous voulez, vous avez tellement tendu la relation que c'est compliqué par la suite. En Donc fait, c'est les deux trucs que je vous recommanderais plutôt d'éviter, quoi. ouais, et puis en plus, le pire, comme tu dis, à la fin, t'es dégoûté. Parce que franchement, moi, je suis désolée, hein. Je reprends toujours le même exemple, mais parce que le chiffre, quand elle m'a dit 8 000 euros, j'ai dit, t'as dit quoi? Parce que je me suis dit, non, j'ai pas bien entendu, c'est pas possible qu'entre deux employés qui font le même job, donc un qui est moins qualifié que l'autre, l'autre gagne 8 000 euros de plus. Et Ah mais moi j'ai une coachée où en fait en négociant au changement de poste, elle changeait pour d'une grosse entreprise pour une plus petite entreprise et on a fait tout le parcours ensemble dans le recrutement et la négociation finale et elle a quand même chopé 47% de salaire en plus. C'est mais pour te dire des fois la marge qu'il peut y avoir, hein. c'était 8 000 par an, 8 000 par an. Mais en fait, ce qui était dégoûtant, en fait, c'est que l'entreprise a dit, ouais, on va s'aligner. Mais moi, l'entreprise qui s'aligne, je vais dire, ah, donc vous aviez l'argent. Parce que tu Oui. vois, faire encore l'entreprise qui me dit, franchement, on a envie de te garder, mais on peut pas. Et là, tu sais que l'entreprise, elle est de bonne foi et qu'elle a fait ce qu'elle pouvait, en fait, pour te rémunérer à ta juste valeur. Mais c'est juste qu'ils n'avaient pas les budgets. Mais que l'entreprise, tu viens, le lundi, tu gagnes 50K. Le mardi, ils te disent OK pour 55K. Mais non, non. Ça, c'est non. Moi, franchement, ne serait-ce que pour son respect, tu vas être dans une entreprise, ça veut dire les gens, tous les jours, ils te voyaient tous les jours, ils se disaient, ah, elle, je pouvais la payer 1 000 euros de plus par mois et tranquille. Donc, moi, franchement, c'est un grand non, hein, pour ça. Alors par contre, ce que nous dit Karen, ça c'est complètement possible. Elle dit, moi je l'ai fait, mais en passage d'un CDD à un CDI, j'ai demandé une belle augmentation, sinon je pouvais pas rester chez eux. Ça oui, quand vous passez d'un CDD à un CDI, alors deux choses. D'abord, si la conversion se fait pas directement, c'est-à-dire que si votre CDD prend fin et que vous signez votre CDI, mais ne serait-ce qu'avec un jour de décalage, genre ton CDD il prend fin aujourd'hui, mais tu signes ton CDI lundi au lieu de vendredi. Eh ben, ça veut dire qu'ils vous doivent votre prime de fin de CDD. Parce qu'on les connaît, les malins qui négocient et qui disent, ouais, non, mais du coup, tu peux bien laisser tomber la prime. C'est juste une histoire qu'au RH, on s'est fait déborder. Ils se sont fait déborder, sauf que la loi, c'est la loi. Donc, s'il y a ne serait-ce qu'un jour de décalage entre la fin de votre CDD et le début de votre CDI, vous avez le droit à vos primes de fin de CDD. Donc, prenez-les. Au-delà de ça, oui, quand vous obtenez une embauche en CDI dans une entreprise, il faut absolument négocier votre salaire et choper une belle augmentation. S'ils sont pas contents, oui, vous avez tout à fait le droit d'aller voir ailleurs. Vous avez de l'expérience. En plus, ils savent que vous faites l'affaire. Ils ont envie de vous garder. C'est normal qu'ils mettent au bout. Parce que le CDD, ça a l'inconvénient d'être temporaire, mais comme on disait, vous avez des primes à la fin du CDD, etc., etc. Le CDI, c'est plus sécure, mais forcément, il y a des trucs qui sautent. Donc, il faut surtout, surtout, surtout choper du salaire en plus. Surtout qu'en fait, ça revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire négocier son salaire à l'embauche, parce que plus tard, vous chopez plutôt, comme tu disais Maïva, des cacahuètes un peu quotidiennes, quoi. Alors que l'entrée, c'est là où il y a le plat de résistance. Donc, Karen, tout à fait. Et c'est hyper important parce que franchement, s'il y a une chose que vous devez garder en tête ce soir, c'est que c'est à l'entrée que ça se joue en fait. C'est à l'entrée que ça se joue. Parce que une fois que tu es déjà dans l'entreprise, t'as déjà en fait, je sais pas comment dire, mais c'est comme si, tu vois, tu as déjà tout donné. Et l'entreprise, c'est pas
le budget des recrutements et le budget des augmentations annuelles, c'est pas le même budget, hein. Non, C'est c'est pas le même budget. pas le même budget. C'est pas le C'est même. pas les mêmes lignes. Vous allez C'est pas les mêmes lignes. Allez pas prendre des trucs où on vous promet monts et merveilles. Oui, t'inquiète pas, dans un an, t'auras ça, on Non. va faire ça et tout. Non, négociez pendant que vous êtes. Et puis surtout quand vous êtes en poste. Parce que c'est clair qu'une fois que tu es déjà au chômage, des fois, franchement, enfin après, je sais pas si c'est un bon conseil ou un mauvais conseil. Mais en tout cas, moi, je dirais que même si j'en ai marre de mon travail, je vais commencer à chercher un taf avant de faire la meuf, genre, vas-y, j'en ai marre, je démissionne. Ou je m'en vais. Ça dépend des situations. C'est-à-dire que c'est exactement comme une situation comment dire, de difficulté à la maison. C'est-à-dire que si vous avez une petite fuite dans votre salle de bain avec la plomberie, bah, vous n'allez pas quitter l'appartement, c'est pas grave. Par contre, s'il y a le feu, c'est normal que vous sortiez même par la fenêtre. Donc, si vous êtes dans une situation horrible au travail, type, je pense, burn-out, pas reconnu, harcèlement sexuel, harcèlement moral, je peux tout à fait comprendre que vous disiez, putain, faut que je sorte de là. Oui, parce que c'est un incendie, il faut sortir de là. Euh, donc, et c'est sûr qu'après, il y a des problèmes de confiance, et il y a des problèmes c'est plus facile de trouver du travail quand on est en poste, parce qu'on prête corrige, et que c'est plus facile de négocier quand on est en poste, parce qu'on a moins peur. C'est aussi possible de négocier quand on n'est pas en poste. Je peux entendre que certaines se disent là ce soir, moi j'ai vraiment besoin d'un travail, je serais prête à accepter plein de trucs. C'est sûr qu'on n'a pas tous les mêmes seuils de tolérance. Rappelez-vous quand même de ce qu'on a dit au début. Négocier, c'est relativement attendu par les entreprises. Ils tombent pas de leur chaise, surtout à l'embauche. Essayez d'esquiver la première question comme on vous a dit tout à l'heure. Et déjà, vous vous mettez dans une meilleure position. Donc, il y a quand même des petites choses à faire, même si vous n'avez pas envie de leur sortir le couteau, quoi. Alors là, il y a une question, j'aimerais bien que tu y répondes parce que je ne sais pas du tout si ça se fait, mais il y a des personnes qui parlent que dans ton contrat, en fait, on te dit que ton salaire sera réévalué à 500, 200 euros de plus, par exemple, à N plus 1. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe et qui peut se faire valoir ou... Moi, j'aurais du mal, hein. Moi, je me dirais, mais en fait, si tu peux me payer 100 euros de plus par mois dans un an, pourquoi tu le fais pas maintenant? Ça change quoi? Mais Ouais. est-ce Alors, typiquement, que chose la de... difficulté de ces choses-là, c'est que c'est souvent pas par écrit. C'est des promesses qui sont un peu faites à l'oral. Alors, même si tu vois, j'habite en Suède, un pays où l'engagement oral existe, hein, c'est-à-dire que ce que tu dis t'engage. Même comme ça, je pars quand même pas sur des trucs de ce genre-là. Et par ailleurs, je trouve que ça pose les mauvaises bases parce que ça pose encore une fois des bases de négociation soi-disant dans le futur, alors qu'en fait, il faut que tout de suite, on vous rémunère à votre juste valeur. Et par contre, dans un an, quand vous aurez été magnifique et que vous aurez fait un super travail, la discussion est de retour. Donc, j'aime pas trop ces trucs-là parce que ça vous bloque de suite et ça bloque aussi la discussion dans un an. Parce que si, en un an, en fait, vous avez fait plus que ce qu'on attendait de vous, ben, vous avez déjà un engagement pour une somme fixe qui peut-être ne se justifie pas. Enfin, il y aurait une justification à donner mieux. Donc, j'aime pas trop les trucs comme ça où tu signes un peu ta propre laisse, quoi. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas un moyen, en fait, de te mettre la pression pendant un an, par exemple, de dire... parce que je vois mal une entreprise... En fait, je vois pas quelle logique permettrait de mettre dans un contrat, oui, la première année, je te paye 2000 euros par mois et au bout d'un an, je te paye 2200 euros. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui aura changé, en fait, dans un an? Rien, en fait. Je pense que ce qui est important aussi dans cette histoire, c'est que vous vous rendiez compte qu'en fait, ce genre de discussion, euh, c'est pas la même chose que d'avoir une prime d'objectif. Parce qu'une prime et du salaire, c'est pas pareil. Notamment parce que les primes, par exemple, elles sont pas comptées dans vos droits à la retraite et ce genre de choses. Oui, parce qu'on en a pas parlé, mais toutes celles là qui nous suivaient et tous ceux qui nous suivent et qui négociaient pas votre salaire, faut penser que ça a un impact dans 42 ans de cotisation aussi. C'est ça le truc qui est un peu moche aussi. Donc bref, Voilà, mais pareil. tout ça pour dire que non, mais c'est vrai, le salaire, ça a un impact tout de suite, mais ça a aussi un impact au bout du compte sur votre calcul de retraite. Donc, c'est ça qui est emmerdant, quoi. Donc, typiquement, si le gars vous dit, si vous performez vos objectifs, à la fin de l'année, tu auras 200 euros de prime, ça, je peux l'entendre. Et puis même se dire, bah, si tu surperformes, tu auras à la place 400 euros. Ça, je peux l'entendre. C'est pas de la négo de salaire. C'est pas la même chose. Faut pas commencer à mélanger les trucs, en fait. Parce que sinon, ça fait des bâtards. Ça fait des trucs moches à la fin. Bon, en tout cas, enfin, moi, après, c'est ça, c'est un avis ultra personnel, donc je vais pas trop insister dessus, mais si c'est possible dans le contrat, moi, c'est juste, je me demande juste,
en fait, pourquoi tu me payes pas tout de suite ce que je vaux? En fait, dans un an, comme Ouais. tu disais tout à l'heure, c'est maintenant, est-ce que c'est là ou pas? Mais bon, bref. Et C'est-à-dire que si on discute la valeur que vous avez maintenant, on discute pas la valeur que vous aurez dans un an, parce que dans un an, la valeur que vous avez, elle est assez difficile à déterminer, et c'est pas juste une histoire de ah bah oui en fait, il s'avère qu'on a bien fait t'embaucher. Non, il y a plus de choses que ça à discuter. Donc typiquement, discuter ce que vous avez maintenant, à la limite une prime d'objectif, ça peut s'entendre, mais c'est une prime, donc c'est ponctuel, et une renégociation au bout d'un an, d'accord. Pareil pour les histoires de période d'essai. Si vous faites pas l'affaire, c'est une période d'essai. Ils peuvent vous virer. De la même manière que s'ils font pas l'affaire, vous pouvez vous casser. Donc vous avez déjà une sécurité tous les deux. Donc ça sert à rien de foutre des espèces de fausses sécurités dans le salaire. Pas de trucs chelous. Des alors, primes, d'accord, mais pas de négociation salariale chelou. du coup, comme il est déjà 21 heures, il y avait une question que je voulais te poser, que j'ai notée pour pas Mhm. justement. C'était, est-ce que tu pouvais nous parler en fait de tes deux meilleures réussites? Donc, on Ouais. parlait de la meilleure réussite en euros et puis la meilleure réussite entre guillemets de cœur. Par rapport à, donc, pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de route, comme Sarah fait des coachings, des accompagnements, en tout ce qui est négociation de salaire, etc. Que du coup, voilà, est-ce que tu peux nous dire tes deux victoires au top? Alors, tout à l'heure, je vous en ai parlé rapidement, mais il y a cette histoire de d'avoir réussi à aider. Une seconde, je t'interromps Oui. parce que c'est quelque chose et je vais me fâcher très très fort. Très très Ah, fort. oula. Alors, Allez. il y a, je vais pas donner son nom, mais bon, il y a sa question qui est écrite là, mais c'est juste pour que dans le replay, je ne mentionne pas son nom. Elle te dit, elle te dit pas à toi, elle écrit 200 euros d'augmentation sur le salaire, ça ne change rien. En plus, ça crée des impôts en plus, donc au final, on reste au même niveau car le taux d'imposition va augmenter. Non, 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 s'il vous plaît. Elle est au top, elle est au top, mais là, je suis obligée de m'interrompre parce que c'est très, 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 très grave ce que tu as écrit. Pour les personnes qui ont lu mon livre, vous avez accès gratuitement à la masterclass sur l'impôt sur le revenu. Elle n'est pas encore le replay n'est pas encore disponible, mais ça sera disponible à la fin du mois. La personne qui me dit encore une fois que quand tu augmentes ton salaire, tu augmentes ton taux d'imposition, franchement, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec vous. En 2022, je vais me fâcher fort. Quand vous avez une augmentation de salaire, premièrement, je ne vais pas vous refaire le cours sur l'imposition sur le revenu, mais je vais juste vous expliquer. La personne qui est dans la tranche des 30%, d'accord? La personne qui est dans la tranche des 30%, si elle a 200 euros d'augmentation, pour chaque 200 euros qu'elle va gagner en plus, elle va pas payer 200 euros d'augmentation, elle va pas avoir 200 euros d'augmentation de son imposition, parce que sinon, aujourd'hui en France, il n'y a personne qui gagnerait 50 000, 60, 75 ou 80 000 euros par an. D'accord? Donc, 200 euros d'augmentation, même si tu es dans la tranche des 30%, 30% de 200, ça fait combien? Ça fait 60 euros. D'accord? Trois fois, c'est ça. Ouais, Trois c'est fois. ça, ouais. Donc, ça fait 60 euros. Donc, ça veut dire qu'au final, dans ta poche, il y a 140 euros en plus. Où est-ce que tu as perdu de l'argent? À quel Non, moment? non, mais c'est toujours de l'argent en plus. C'est Et tout. c'est ce qu'on disait, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de l'argent en plus pour vos droits au chômage si vous vous faites licencier. C'est de l'argent en plus pour votre retraite au bout du compte. Donc, typiquement, c'est de l'argent en plus aujourd'hui, mais c'est aussi de l'argent en plus dans le futur pour vos futurs revenus, qu'en vrai, c'est important d'y penser un peu quand même. Non, mais là, franchement, 200 euros, c'est 140 euros en plus par mois. Par mois. Donc, on est à plus de 1400 euros. D'accord? On est à plus de 1400 euros. Je ne vais pas faire le total puisque je suis fatiguée. Bon, 200 1005, 1000, 4, 5, 6, 1680, quelque chose comme ça. Ouais. Mm. Alors, vous êtes toujours en train de dire, ah, j'ai pas d'argent, ah, je suis mal payée, ah, je peux pas partir en vacances, ah, tout coûte trop cher. Quand tu as un bac plus 2, comment est-ce que tu fais pour gagner plus d'argent? Et après, vous venez me sortir que genre, quand tu gagnes 200 euros de plus, tu gagnes pas plus d'argent. Mais moi, franchement, je peux faire tout ce que je peux pour vous expliquer les choses. Mais s'il y a encore quelqu'un qui me dit que quand tu augmentes ton salaire, tu ne gagnes pas plus d'argent, je le désabonne.
D'accord. Tu vas être au bout là, ça y est, vous nous avez fumé Maëva. Je ne comprends pas cette. En fait, tout à l'heure, on parlait de mentalité. Il y a la mentalité et il y a la curiosité et l'éducation. J'essaye de vous aider sur la partie éducation, de vous donner les outils pour pouvoir comprendre comment fonctionne le système en France. Que ce soit les impôts. Là, aujourd'hui, on a Sarah avec nous qui vous explique comment on tire les ficelles dans le monde corporate. D'accord? Donc, les trucs que vos parents, ils vous ont dit, parce qu'ils savent pas c'est quoi une TMI, je suis désolée, hein, c'est pas contre vos parents, hein. Nos parents, la plupart des gens là, qui suivent, on n'est pas forcément d'origine, des Français d'origine touche, comme on dit. Nos parents, ils avaient d'autres problèmes. D'accord? Ils voulaient juste qu'on ait à manger dans notre assiette et un toit au-dessus de notre tête. D'accord? Ils n'avaient pas le temps de s'occuper de ah, c'est quoi l'économie? Ah, c'est quoi les impôts? Ah, ils n'avaient pas le temps. D'accord? Mais nous, aujourd'hui, en 2021, on n'a pas le droit de rester dans le manque d'éducation comme ça. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, s'il vous plaît, reprenez-vous en main. Les choses qu'on vous a dit. En plus, j'ai fait un post aujourd'hui là-dessus où j'ai dit mon fils, je veux qu'il ait confiance en lui pour pouvoir poser des questions et questionner les choses qu'on lui dit, de ne pas gober les trucs. Vous êtes là, vous mangez ce qu'on vous dit, vous comprenez rien et vous savez pas que vous comprenez pas. Mais franchement, il y a quelqu'un qui a écrit, il y a de la fumée qui sort de la tête de Maëva. Franchement, oh là là, si je vous montre mes oreilles, elles sont rouges. Elles sont rouges. Donc, quand on vous propose une augmentation, au lieu de dire ah, je vais changer de tranche, nanana, alors que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est une tranche marginale d'imposition, prenez juste l'argent. En fait, si vous n'arrivez pas à savoir comment ça fonctionne, prenez juste l'argent. Ouais, OK? et ce sera toujours quelque chose en plus et ce sera Et puis, toujours il y a combien bon, comme on disait, pour la retraite aussi. Et en plus, franchement, il y a combien de personnes qui sont dans la tranche marginale de 30%? En plus, l'année dernière, tout le monde est en train de critiquer Macron. Macron, il a passé la première tranche d'imposition de 14% à 11%. Tout le monde a économisé sur ses impôts. Il n'y a personne qui allait dans la rue pour expliquer que ah, pourquoi on est passé de 14 à 11. Il n'y avait personne qui était en train de crier pour ça. Donc, éduquez-vous, s'il vous plaît. Franchement, moi, je fais mon maximum, mais si vous partez avec des idées comme ça, préconçues, et franchement, là, je vais vous le dire, c'est une mentalité de pauvre. Si vous ne comprenez pas les impôts, vous êtes pauvre et vous serez toujours pauvre. Donc, reprenons. J'arrête. Non, pas de souci. Mais du coup, donc, on disait, moi, une de mes réussites qui me touche le plus en coaching, parce que c'est visuellement assez extraordinaire, c'est c'est le fait d'avoir réussi avec cette coachée, qu'elle passe d'une grande entreprise où elle se sentait mal à l'aise, où on valorisait pas son travail et où en fait elle était dans une fonction qui était pas corps métier. Et donc du coup, bah tout le monde s'en foutait alors qu'elle bossait et qu'elle leur sauvait les miches un jour sur deux. Et ben quand elle est passée dans une plus petite entreprise, mais où ils ont vraiment valorisé sa fonction corps, même si elle était toujours pas corps métier, mais sa fonction, etc. Et ben le 47% d'augmentation, moi, il m'a fait très plaisir pour elle et il lui a fait très plaisir à elle aussi. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé parce qu'elle m'a fait un commentaire immédiatement me disant «Oh, c'est génial, en 2 semaines, j'aurais remboursé les coachings que j'ai fait avec toi». Avec l'augmentation de salaire qu'elle se gagnait. Donc, en fait, il y avait un retour sur investissement magique, magnifique. Donc Bah, ça, c'est ma bravo, bravo pour ce travail que elle a fait aussi, que elle a fait. au-delà justement de ses croyances et de se dire que peut-être elle ne pouvait pas, etc., de s'être fait accompagner pour peut-être quelque chose qu'elle n'arrivait pas à faire par elle-même. Et regarde Oui. la vie, 47% d'augmentation. C'est un truc de dingue. Ah oui. Oui, oui, ça lui a fait une différence, hein. Ça lui a fait une différence dans la vie. Donc ça, c'était super. Et l'autre réussite qui est vraiment importante pour moi, c'est une de mes coachées qui est à l'heure actuelle souvent à la télé pour des parce que en fait c'est une médecin qui débunk un peu ce qui se passe autour du Covid, qui discute des traitements Covid, etc. On peut la voir par exemple dans C'est dans l'air.
Et, et donc en fait c'est quelqu'un qui au début avait du mal à avoir confiance en elle dans le sens qu'elle se disait que en fait elle avait eu de la chance sur beaucoup de choses qu'elle avait eues, qu'elle devait les choses à la belle éducation de ses parents, aux chances qu'elle avait eues dans la vie, aux privilèges qu'elle avait eu dans la vie, et donc elle avait du mal à se rendre compte de son propre fonctionnement et de son propre talent. Et donc, c'était génial parce qu'on a travaillé avec elle, bah, justement aussi sur des questions de croyances limitantes autour de l'argent et de croyances limitantes autour de son propre talent. Et ça m'a fait énormément plaisir parce que maintenant, évidemment, c'est un gros succès. Elle est très différente. Ça lui a ouvert des opportunités supplémentaires parce que elle s'excuse plus d'être là. Donc forcément, ça la rend absolument solaire, absolument hyper attirante et hyper solaire, quoi. Et donc, c'est génial. C'est une victoire de cœur, tu vois. Non, mais En fait, ce qui est bien, c'est que ça te montre aussi que c'est pas parce qu'en fait, tu as tout, entre guillemets, pour toi, que tu vas forcément aller chercher, en fait, tout ce à quoi tu as droit, en fait. Et que t'as pas décidé, en fait, aussi de venir peut-être d'une bonne famille ou ce genre de choses. Voilà, tu as le droit de tracer ton propre chemin et d'avoir tes propres victoires. Donc, Et c'est ce qu'elle faisait sans s'en rendre compte en fait. Elle réussissait énormément de choses, mais elle en avait absolument aucune conscience. Et le problème dans ces cas-là, la difficulté, le risque, c'est le burn-out en fait, parce que quand tu travailles sans jamais te rendre compte que ce que tu fais, ça a de l'intérêt, bon, en fait, tu moulines quoi. Et bah, donc tu vois, ça lui a permis de prendre des décisions importantes quoi, de créer, de en fait, passer plus de temps dans sa propre entreprise et du coup de même choisir de quitter le boulot à mi-temps qu'elle avait pour vraiment se dédier à son projet, à son entreprise. Et tout ça, ça vient de la confiance. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me touche. Quand je vois ce genre, c'est pas la seule, hein, mais quand je vois ce genre de métamorphose, eh ben, c'est important pour moi. Je me dis, tain, ça a de l'impact. Ça, c'est bien. mais tu vois, le terme que tu as utilisé, métamorphose, c'est quand même fort comme terme. Tu vois, de vraiment se dire, la personne, elle est passée d'un état, tu vois, à un nouvel état en travaillant en fait, sur son mental. Parce que Ouais. on ne dit pas à la fin, c'est que quand tu accompagnes quelqu'un dans tes coachings, etc., la personne n'a pas acquis de compétences grâce à toi. Non. Tu vois? Donc, toi, ce que tu vas chercher, c'est que la personne, en fait, elle a déjà en elle toutes ces choses. Ouais. Et toi, en fait, tu vas juste l'aider enfin, je dis juste, Allez, révéler. mais à les révéler, voilà, et à permettre cette transformation ou cette métamorphose, comme tu as dit. Donc, C'est ça. En fait, on enlève plutôt des choses plutôt que d'en mettre. En fait, on enlève des croyances limitantes, on enlève des couches de superstition, on enlève des couches de regrets, ce genre de choses, pour que les gens ils se révèlent à eux-mêmes. En fait, on va au fond de qui ils sont eux. C'est pas une histoire de la confiance, c'est pas un truc qu'on injecte. En fait, on le sort plutôt des gens. Il est à l'intérieur et on le met en surface, quoi. exact. Non, mais franchement, combien de filles t'as déjà, combien de femmes tu as déjà accompagnées ou coachées? Tu tiens un petit... Ouais, vraiment beaucoup parce que j'ai pas tenu de compte des personnes. Par contre, j'ai fait le compte de mes heures l'an dernier. Et l'an dernier, j'ai travaillé sur 182 heures de coaching. Donc, donc c'est quand même pas mal de personnes hein, dans l'eau, puisque comme je vous dis, je fais aussi des coachings d'1 heure pour aider les gens à avoir leur stratégie de négociation de salaire, par exemple. Ça, j'en ai fait vraiment beaucoup, et c'est très cool à chaque fois que je reçois une réponse, un feedback a posteriori des gens qui me disent ouais, ça a marché, je suis trop contente, j'ai obtenu quelque chose, c'est trop cool. Et en fait, c'est cool parce qu'ils obtiennent quelque chose. Moi, mon objectif dans la vie, c'est qu'on coûte un pognon de dingue au DRH. Mais c'est aussi super cool parce que tu sens la fierté et là aussi tu vois la transformation de gens qui se disent je vais plus jamais ne pas négocier. Tu fais ah ça y est, on t'a mis le pied à l'étrier, Oui, bienvenue dans le futur. non, mais c'est clair, franchement, bravo pour le travail que tu réalises. C'est pas tout le monde forcément qui a besoin voilà, d'un accompagnement, mais déjà, si on voit qu'on a des blocages, qu'on voit que on sait pas comment aborder le sujet, parce que il y a aussi une question de personnalité, hein. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a pas de mal à parler, etc. Donc, pour moi, Mm. c'est facile, mais c'est vrai qu'un autre caractère ou quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'exprimer en public ou qui, par exemple, il y a une personne qui disait, c'était il y a peut-être 30 minutes de ça, mais elle écrivait dans les commentaires qu'elle est dans une entreprise où c'est jamais l'heure de parler du Mm. salaire.
Mais ça, c'est faux. Ça, c'est les trucs qu'on vous dit pour couper court à la conversation. Mais la personne, t'inquiète pas, au bout de la troisième fois où tu vas lui dire, bon, là, aujourd'hui, voilà, on a achevé tel projet, etc. Donc, en fait, moi, je dis, t'as même pas besoin de parler. Aujourd'hui, on est en 2022, hein, donc tu vas dans l'agenda de la personne, tu lui mets un meeting, 30 minutes, point de situation. Vous êtes là, vous avez vos 30 minutes, vous en parlez. En fait, si tu attends que ton employeur t'ouvre des sessions, des slots, des créneaux pour parler d'augmentation, mais pourquoi l'employeur ferait ça en fait? Mettez-vous à la place de l'employeur. Imaginez-vous que c'est votre argent, que c'est vos enfants, vous allez leur donner de l'argent de poche. Vous croyez que vous allez leur mettre un petit créneau toutes les semaines pour qu'ils viennent vous demander de l'argent de poche? Mais vous n'allez jamais faire ça. Tant qu'ils ne vous en parlent pas, vous êtes en mode sous-marin. Ben, l'employeur, c'est ça, vous restez sous le radar. Donc, Non, votre c'est clair. employeur a un intérêt à faire ça. Mais j'espère en tout cas que ça vous a vraiment donné des billes, que vous savez d'où partir. Il y a plus, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui s'étaient abonnés directement à ma page. Il y a plus d'infos là-bas. Comme vous pourrez en trouver sur mon site aussi, parce que justement, il y a un article qui s'appelle le guide de la négociation de salaire où je vous donne encore plus de bases et tout ça. Donc, vous Yeah. avez des bases là-dessus. Et si vous avez besoin, comme disait Maëva, on peut aussi se prendre une heure, vous et moi, et discuter d'une stratégie, de comment faire, etc., pour vraiment préparer quelque chose de concret. Mais moi, je suis pas pousse à la consommation, etc. et tout. Vous avez déjà plein de trucs en gratuit sur Instagram et sur mon blog powertacarrière.com. Poncez ça, réfléchissez. Ça va déjà vous aider à avancer. Et après, comme ça, vous aurez des questions vraiment concrètes si on fait un coaching, ce qui est cool parce que je préfère que vous arrivez avec des vrais, je sais pas comment gérer ce truc en particulier. Ouais, et puis, enfin, même si on ne veut pas vous pousser à la consommation, au bout d'un moment, il faut aussi investir, hein. Faut faire sur C'est pas soi. faux. Si vous savez que vous avez les capacités de négocier par vous-même, c'est juste que bon, vous vous étiez pas mis sur le sujet, pas de souci. Mais si vous voyez que vous y arrivez pas, je suis sûre que ton coaching flash, tu le rembourses dès que t'as ta propre. Oui, 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 oui. Oui, oui, mais c'est ça. Si vous avez peur, si vous avez besoin d'en parler, etc., si vous avez des croyances limitantes, on peut bosser ensemble. Et comme tu disais, le livre, c'est une bonne base aussi pour faire ça dans votre coin. Si Et vous préférez lire, faire ça dans votre coin. alors, je vous redonne le titre, Tout vouloir, tout avoir. Assume la bosse qui est en toi. Donc, c'est aux éditions Kiwi. Et vous pouvez le trouver dans n'importe quelle librairie. Donc, c'est un livre qui a été écrit par Sarah. Ça va déjà vous donner des bonnes bases. Et si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez contacter, contacter Sarah. Voilà. Et il y avait une question qui est revenue plusieurs fois. C'était pour savoir est-ce qu'on négocie le salaire en brut ou en net, en annuel ou en mensuel. Alors, je vais faire ma partie de la réponse et puis je te laisserai terminer. Déjà, ça dépend du type de métier et des rémunérations parce que, par exemple, quand tu es commercial grand compte, tu vas jamais parler en mensuel, en fait. La plupart des ressources humaines nous parlent en brut, même si on s'en fout complètement. J'avais fait un post là-dessus. C'était bien marrant, les réactions. Mais ils parlent toujours en brut parce que bah, c'est leur base de calcul. Donc, voilà, ils Ouais. parlent. Et après, bah, je te laisse peut-être. Non, c'est ça. Les gens souvent parlent pour les cadres en brut annuel, c'est une convention. Il n'y a pas de raison, il faut juste avoir un terrain d'entente et un langage qu'on se comprend. Donc, chez les cadres, c'est plutôt du brut annuel. Dans d'autres professions, ce sera différent. Si vous êtes freelance, ça va parler en taux horaire. Donc, vous voyez, ça dépend un peu ça dépend des professions. Voilà. Voilà. Donc, attends, je regarde juste pour voir si peut-être il y a une dernière question qu'on peut prendre avant de clôturer parce que ça va bientôt faire 2 heures. Et qu'il est temps d'aller manger. Et ouais, bah, mon fils là, il en profite pour gratter du temps. Alors, dernière question, comment faire en sorte que les gens aient confiance en eux, surtout en tant que débutants? Ça, je pense que c'est une bonne question et que on peut Ouais. terminer. Alors, la confiance, c'est un truc qui se travaille tout le temps et qui peut faire défaut, même jeune, hein, tristement. Moi, j'ai des abonnés lycéennes qui me suivent et qui sont déjà pétris de syndrome de l'imposteur. Donc, c'est jamais ni trop tôt ni trop tard pour travailler dessus. Comment gagner confiance en soi? Ce qu'on disait tout à l'heure, en vrai, tenir la liste de vos victoires et de vos accomplissements et les fêter.
quand vous avez réussi quelque chose qui était important pour vous. Par exemple, quand un truc vous faisait peur et que vous aviez peur de vous lancer et que quand vous vous êtes lancé, après vous avez réussi, il faut pas passer à autre chose et se dire ah bah c'est bon, j'ai passé à autre chose, allez, on s'en fout. Et en fait, non non, pas du tout. Il faut le fêter, il faut célébrer, il faut le marquer, il faut le garder en tête. Et pour le garder en tête, c'est comme on disait, il y a deux astuces. La première, c'est déjà de se faire un cadeau, y compris quelque chose de matériel pour pouvoir, tu vois, le toucher. Voir le Oui, sentir. des fois, c'est même pas des choses très chères. Moi, j'ai déjà accompagné des étudiantes qui roulaient pas sur l'or et qui se sont juste acheté un porte-clés doudou pour pouvoir, tu vois, le palper et se dire, ça, c'est quand j'ai réussi tel truc, tu vois. Si j'ai réussi mon année, c'est mon porte-clés de mon année, quoi. Donc, c'est hyper cool. Prenez des petites choses comme ça et tenir la liste, c'est hyper sympa parce que vous allez à la fois pouvoir l'utiliser pour votre négo de salaire, ce qu'on disait, la liste chiffrée de tout à l'heure, mais en plus de ça vous donne confiance. Si au bout de 6 mois, t'as un papier avec plein de trucs hyper intelligents écrits dessus, tu peux décemment plus te dire que t'es une quiche, en fait. Donc forcément, ça vous aide contre le syndrome de l'imposteur. Il y a un milliard d'autres trucs que je pourrais vous dire là-dessus, mais on va passer encore une autre heure. Voilà, non, là, on a Donc, fatigué. vous avez des bases et puis allez gratter un peu, comme je disais, sur le site et sur la page Insta, vous allez trouver des trucs en plus. Ah, et d'ailleurs, tu as une newsletter également. Donc, vous pouvez Ouais, aussi vous inscrire à la newsletter de Sarah. Et comme ça, bah, elle vous donnera des conseils voilà, tout au long de l'année. Ça, c'est ultra cool. Voilà. c'est Bah, cool. merci beaucoup, puisque vous êtes encore plus de... Là, je vois, il y a écrit 220 personnes connectées. Ouais. Donc, bah, on a essayé de faire un truc un peu intéressant. Désolée, je me suis un peu fâchée, mais en fait, comme j'ai fait la masterclass sur le sujet juste avant, ça m'a saoulée. Désolée. Mais en tout cas, merci de votre participation aujourd'hui. Le live sera en replay pour les personnes qui se sont connectées un peu tardivement ou qui n'ont pas pu regarder en entier. Encore merci, Sarah. Je suis Merci à vous. avoir eu comme première invitée pour cette année, parce que je pense que tu apportes vraiment beaucoup de valeur. Et il faut pas avoir peur. Et en fait, même si vous avez peur, faites semblant que vous n'avez pas peur, en fait. Et vous allez voir que ça va bien se passer. Voilà. Eh ben, merci à toutes. Merci à toi, Maïva. C'est toujours super cool de discuter avec toi. Et du coup, je vous embrasse et à très bientôt. Bonne nuit tout le monde. Ciao, ciao. Bye.